Mediasorar. Mediasorar, le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Mediasorar. Mediasorar, c'est un site d'actualité qui diffuse des articles, des analyses ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Alors, lors de l'épisode 30, j'ai pu accueillir Florian alias Brozo Brasco, créateur de contenu NBA, mais également passionné de foot. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe alias Phils, référence dans le monde francophone des créateurs de contenu. Salut Philippe. Salut Mehdi. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Mais je t'en prie, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Il fallait quand même attendre le 31e épisode pour avoir, écoute, tu es une référence dans l'écosystème des créateurs de contenu francophones et je suis vraiment content qu'on puisse échanger sur le podcast parce qu'on a échangé il y a pas si longtemps que ça à Paris lors du NBA Paris Game. Écoute, tout le plaisir est pour moi, hein. Honnêtement, je sais à quel point le podcast a eu des invités très intéressant et je te remercie de penser que je peux être intéressant pour tes auditeurs. T'es un peu trop humble. Et ça sera plutôt mon challenge maintenant à essayer de baliser et d'essayer d'avoir un maximum de tes précieuses informations en essayant de garder le format d'1h30. Philippe, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter ? Ouais, écoute, je m'appelle Philippe, Fils sur les réseaux. J'ai 31 ans, je suis créateur de contenu sur Sorare à plein temps depuis juillet 2022. Et avant ça, je bossais en sales et marketing chez Ubisoft. J'ai travaillé à la Fédération Française de Football ou à Amazon. Et avant de commencer la création de contenu sur Sorare, j'avais fait de la création de contenu sur FIFA Ultimate Team à peu près jusqu'en décembre 2020, jusqu'à ce que je m'en lasse. Donc un parcours Ubisoft, boîte de jeux. Donc tu as connu la période où il y avait le partenariat là, avec le jeu gratuit sur la Pro League belge. Exact. Et puis Fédération Française de Football. Tu faisais quoi exactement là-bas ? Alors j'ai été stagiaire à la FFF. J'ai été dans les équipes marketing dans le département des droits TV et en fait j'avais développé une web TV où on retransmettait des matchs de football amateur. Donc en fait on avait créé vraiment une plateforme de A à Z et mon job c'était de faire une programmation de matchs de football amateur mais en dessous de la CFA2 quoi. Ok, intéressant. Et malheureusement t'as quitté un peu trop tôt pour pouvoir essayer de négocier la licence pour la Ligue 1. On avait sorti une blague il n'y a pas si longtemps avec la signature de la Première Ligue par Sorare. On s'est dit il reste plus finalement qu'une seule qui n'a pas signé la totalité, c'était la Fédération Française de Football. Tu sais pourquoi on va aller dans tous les sens lors de ce podcast, donc ne t'inquiète pas, mais tu sais pourquoi la fédération comme ça est si réticente à signer cet accord avec Sorare ? Alors je pense pas que ce soit la fédération, parce que si tu veux la fédération elle gère le football amateur, ça va plutôt être la LFP en fait, pour le football professionnel, parce que si tu remarques d'ailleurs la FFF ils ont fait un partenariat avec Sorare vu qu'il y avait les cartes équipe de France. Ouais. La LFP, je pense qu'ils dorment. Et si je me trompe pas, ils se sont associés pour tout ce qui est Fantasy League à MPG. Je dis peut-être une bêtise. Non, t'as raison. Je me demande s'ils ont pas racheté ou bien ils ont pris des actions dans... C'est ce qui me semble, ouais. Il me semble que c'est ça, mais c'est incompréhensible pour moi que Sorare arrive à faire des deals avec les 4 grandes ligues et que, alors qu'on est une société française, on n'arrive pas à faire un deal avec la LFP quand même. J'avoue que ça me fascine. Ouais, apparemment, il y a aussi une association de joueurs et ils auraient leur mot à dire. Enfin, je me dis, quand tu arrives à conclure un accord avec les sports américains où là, les associations de joueurs ont quand même très très grosse influence, je me dis quand même que la Ligue 1, ça devrait quand même pouvoir le faire. Mais enfin bref, c'était entre parenthèses. Et alors, ton passage aussi, c'est chez Amazon. Tu faisais quoi exactement là-bas ? J'étais chargé de projet sur le lancement d'une catégorie en fait, d'un programme. Ça parlera peut-être
plus aux Parisiens, mais on avait Amazon Prime Now avec la livraison en 24 heures des courses. Et moi, en fait, j'avais lancé Amazon Pantry, qui était l'équivalent, mais dans toute la France, à J+2, J+3. Intéressant tout ça. Et puis, donc tu as toujours baigné dans le monde du marketing et des jeux. Tes passions, c'est quoi ? Bon, ça va dans le même sens, en fait. C'est le football, le jeu vidéo, plus globalement le sport. J'en ai beaucoup regardé, j'en ai un peu pratiqué durant ma vie. En fait, de base, ça a toujours été mon souhait quand je suis rentré en école de commerce. Ça a été mon parcours académique, parce que en fait, mes parents, eux, avaient des jobs qui étaient un peu galères, sans rentrer trop dans le détail. Et je m'étais dit, honnêtement, je sais qu'en d'un point de vue financier, je serais relativement à l'aise grâce aux études que j'ai faites. Je préfère ne pas aller chercher les emplois qui sont les mieux payés, mais me faire plaisir et travailler dans des secteurs, dans des industries qui me font rêver. Et c'est pour ça que j'ai travaillé dans le milieu du sport, que j'ai travaillé dans le milieu du jeu vidéo. C'est vraiment pour être en phase avec ce souhait dans ma vie, ouais. Ah, c'est le rêve de tout jeune, hein. Aujourd'hui, il y a pas mal de métiers en pénurie, malheureusement, qui trouvent pas de main d'œuvre parce que il y a beaucoup de gens qui préfèrent étudier dans ce qu'ils aiment. Et quand tu peux ensuite y travailler, c'est quand même très bénéfique. Écoute, c'est la parfaite transition. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure en intro, tu as décidé en juillet 2022, si je me rappelle bien, j'avais vu ça sur Twitter, de quitter Ubisoft pour te lancer à 100% comme créateur de contenu. Qu'est-ce qui t'a amené justement à décider de quitter? Parce que juste avant ça, tu faisais de la création de contenu sur FUT, mais tu faisais ça parallèlement, je présume, à ton travail, et tandis que là, tu quittes ton job pour te lancer à 100% là-dedans. Quel était le cheminement, justement, qui t'a amené à prendre cette décision-là? Je pense que c'est un peu le mélange de deux choses. Je pense que côté Ubisoft, j'étais à quasiment 3 ans et demi, 4 ans de boîte, et c'est vrai que d'un point de vue challenge, je commençais un peu à tourner en rond. J'avais une bonne maîtrise de mon job, mais voilà, il y a un moment où en fait tu sens qu'il y a un manque de challenge, quelque chose que tu perds, en fait, une motivation que tu perds. Et de l'autre côté, j'avais Sorare qui prenait de plus en plus de temps. J'avais fait pas mal de création de contenu et je sentais qu'il y avait une vraie demande autour de ça. J'ai commencé en fait Sorare en mars 2021 et j'ai commencé à streamer directement dessus, et je faisais quasiment que de l'AR à l'époque, de l'achat-revente, et je sentais qu'il y avait une vraie demande de contenu là-dessus, et je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, si tu veux, ça tombe à un moment dans ma vie où c'est peut-être le dernier moment de ma vie où je peux me permettre de faire ce genre de folie, parce que techniquement quitter une boîte qui est de la taille d'Ubisoft pour devenir créateur de contenu, c'est un peu dingue, mais le faire à 30 ans quand t'as pas d'enfant, c'est possible. Le faire à 36 ou 37 ans quand t'as une bouche ou deux à nourrir supplémentaire à la maison, je pense que tu le fais vachement moins. Je pense que tu pondères d'autres choses, quoi. Tu réfléchis plus. Tout à fait. Donc je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, et je me suis mis pas mal d'argent de côté pour voir venir, en me disant si jamais ça tourne mal, je veux pas non plus être pris au dépourvu. Et une fois que j'avais atteint un montant qui me semblait assez safe, j'ai décidé de quitter Ubi et de devenir créateur de contenu à plein temps, ouais. Okay. Et donc là, juillet 2022, on est début février, ça fait bon 8 mois qui sont passés par là. Quel est justement quel bilan tu ferais justement de ton aventure comme streamer 100% Sorare? C'est une montagne russe d'émotions, hein. Honnêtement, il y a des moments où tu sens que t'es complètement dedans, que t'es à fond, que t'arrives à trouver des idées, et il y a des moments où t'es dans un creux énorme, où t'as un peu de mal à te motiver. Je pense honnêtement à septembre-octobre, où il y avait quand même un climat assez négatif autour de Sorare. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir ressenti, et où les streams devenaient un petit peu moins plaisants, parce que forcément,
en fait, les gens étant négatifs, les streams devenaient aussi un petit peu plus négatifs, et c'est vrai que ça a tendance à t'affecter dans la façon dont tu animes un stream. Et j'ai aucun regret quant au fait d'avoir fait ce choix-là. Pour moi, ça reste le bon choix, et je continue à croire que d'ici 5-10 ans, je regarderai ça en me disant c'était vraiment le meilleur choix que tu pouvais faire. Et non, c'est cool, ça m'a permis de rencontrer plein de monde, ça m'a permis de partager ma passion, ça m'a permis d'amener des gens à Sorare à qui le jeu plaît. Et ça, c'est un vrai plaisir pour moi. J'ai envie de te poser une question un peu indiscrète, à toi d'y répondre ou pas, mais c'est vrai que quand on s'est vu par exemple à Paris, il y avait Torque, Jobs&NT entre autres, donc deux créateurs de contenu comme toi qui ont décidé de se lancer à 100% dans Sorare. Ils sont très peu, donc il y a toi, il y a Fusio aussi je pense, qui est The Noob également, donc finalement ça fait pas énormément de managers créateurs de contenu qui ont décidé de quitter leur job traditionnel pour se lancer là-dedans. Comment est-ce que tu gagnes finalement ta vie? Est-ce que la réserve que tu as mis de côté, c'est ça qui te permet de pouvoir continuer à vivre, ou bien finalement le fait d'être créateur de contenu avec l'affiliation, avec Twitch, etc. Ça te permet quand même de bien manger, on va dire ça comme ça. Alors, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une première phase quand je me suis lancé où l'affiliation a été vraiment une grosse source de revenus, sincèrement et en toute transparence. Ça me permettait de faire l'équivalent de mon salaire chez Ubisoft. Et avec la baisse du marché, le fait qu'il y ait de plus en plus aussi de comptes qui bottent sur le marché ou qui essaient de récupérer les cartes pour les revendre ensuite, ça a un peu tari cette source de revenus. Après, ce qui est vrai, c'est que maintenant que je suis ambassadeur Sorare Data, j'ai une source de revenus de ce côté-là qui vient couvrir plus ou moins mes frais de vie. Alors j'y suis pas, mais ça couvre, on va dire peut-être 50% de mes frais de vie. Et étant donné que l'affiliation a pas mal baissé, tout simplement c'est des rewards que je revends. Les rewards que je revends, et je sors un peu d'argent du jeu. Merci pour ta transparence, c'est vraiment intéressant. Et écoute, on va attaquer quand même Sorare maintenant. Juste avant d'attaquer justement Sorare, tu es de quelle région? Région parisienne. Région parisienne, et tu as, si j'ai bien compris, des origines portugaises parce que tu portes Benfica dans ton cœur, c'est ça? Exactement. Mes deux parents sont nés au Portugal, arrivés dans les années 70, et donc en fait je suis de nationalité portugaise et française. Ok. Et d'origine de Lisbonne ou pas du tout? Pas du tout. Origine centre du Portugal, Coimbra, pour ceux qui connaissent l'université, à une vingtaine de kilomètres de Coimbra. Voilà, comme ça on a fini avec ta présentation. Alors bon, écoute, Sorare, quand est-ce que comment est-ce que d'abord tu as entendu parler de Sorare? À quel moment c'était? Et explique-nous un peu ton cheminement là-dessus. Alors, j'ai dû commencer à entendre parler de Sorare début 2021, janvier, février, quelque chose comme ça. C'était via ma TL, ma timeline Twitter FUT, qui était orientée FUT. Forcément, il y a un pont naturel entre les deux jeux. C'est des cartes qu'on collectionne et qu'on utilise pour jouer, où on peut faire de l'achat-revente. Donc forcément, il y avait des gens qui connaissaient Sorare parmi les gens qui jouaient à FUT. Mais je m'y suis pas lancé immédiatement. Je me suis lancé, du coup, j'ai vérifié sur Sorare Data. Je me suis lancé le 15 mars 2021. Donc je suis arrivé exactement après le pump énorme qui a eu lieu en mars 2021. Donc vraiment au pire moment possible. Puisque j'ai commencé à faire du trading au moment où les prix étaient au plus haut. Une idée de génie s'il en est. Et je me suis lancé à ce moment-là. Tu es vraiment loin d'être le seul. C'est sûr. Et c'est là où il y a eu une arrivée massive de nouveaux joueurs. Je vais vite présenter aussi ta galerie. Donc comme tu l'as dit, tu t'es inscrit le 15 mars 2021. Tu as beaucoup de cartes. Vraiment beaucoup de cartes. Tu as 420 cartes limited, 56 cartes rares, 34 super rares et une carte unique. Mais alors dedans, tes cartes limited, c'est surtout orienté foot, et tes cartes rares, super rares, c'est principalement de la NBA. Donc t'es un de ces managers qui a fait quand même pas mal un gros switch, je vais dire, entre du foot vers le basket. T'as une galerie qui est valorisée à environ 33 Ethers. Bon, les
l'équivalent de 50 000 $, c'est anecdotique, pardon. Par contre, ton reward winning line-up était quand même assez impressionnant, 38,51%, 4 premières places, 388 rewards, ce qu'on appelle un manager à succès. Quand tu as commencé l'achat-revente, quelle a été ensuite ta stratégie ? Comment est-ce que tu l'as adaptée au fur et à mesure ? Ouais, écoute, alors effectivement, mon premier pas, ça a été l'achat-revente. Pour donner un peu des informations aux auditeurs, je suis arrivé sur Sorare avec 500 €. À l'époque, avec 500 € sur Sorare, on faisait rien. Très clairement, c'était que des cartes rares. Même des cartes asiatiques étaient inaccessibles vu qu'il n'y avait pas de limited. On était que sur des cartes rares à l'époque. Et donc ma première étape, ça a été de faire de l'achat-revente en masse, essayer d'aller chercher en fait une masse critique de TH pour pouvoir être ensuite compétitif dans les divisions en SO5. En fait, j'ai toujours fait de l'achat-revente avec l'objectif de jouer le SO5. Ça n'a jamais été faire de l'achat-revente pour faire de l'achat-revente. Donc une fois que j'ai atteint une certaine masse critique, je suis passé sur des cartes limited. C'est à peu près au même moment où les cartes limited se sont lancées. Donc je me suis lancé en limited et j'ai construit un pool de limited entre septembre et je pense fin octobre 2021, et j'ai commencé à jouer le SO5 très sérieusement avec les cartes limited. Ok, et c'est-à-dire très sérieusement, t'attaquais absolument toutes les divisions ? Ouais. En fait, j'ai commencé, je crois, par la Challenger parce que j'avais acheté des cartes de Benfica, du Sporting et de Porto, et ça me permettait d'être compétitif fatalement en Challenger. Et vers octobre, j'ai obtenu mon unique de parrainage que j'ai revendu et qui m'a permis de financer en fait l'achat de très grosses cartes. Et c'est là en fait où il y a eu un vrai switch aussi en termes de stratégie. C'est-à-dire que j'avais une bonne galerie. Je pense qu'avant l'unique de parrainage, je devais déjà avoir des cartes style Parejo, des bons joueurs, mais pas des joueurs qui sont forcément excessivement chers. Et je suis passé en fait sur une galerie de GOAT. J'ai été acheter Mbappé, du Tadic, du Kimmich, etc. pour vraiment devenir compétitif dans toutes les divisions en limited. Et l'objectif, ça a toujours été ça en fait. Ça a été d'être compétitif dans toutes les divisions en limited. Mais donc ça veut dire que ton début où tu as posé 500 € pour pouvoir acheter ces joueurs-là au mois de septembre, et si je me rappelle bien, au mois de septembre, les prix étaient quand même assez hauts. Hein. Ça avait bien démarré, il y a eu un petit creux, puis c'est remonté, et puis après, c'est l'état du marché actuel. Grâce à ton trading achat-revente intensif, tu as pu dégager quelle somme finalement pour pouvoir te construire cette galerie de GOAT ? Si je dis pas de bêtises, au moment où je fais mon investissement limited, je dois être entre 15 et 18 000 € débloqués via le trading. En fait, en combien de temps ? En 6 mois. Ouais, en 6 mois, ouais. Mais c'était intense, hein. En fait, et je sais que Charcot est passé dans l'émission, et je pense qu'il a dû avoir un peu les mêmes propos. C'est que j'y passais des heures et des heures par jour, et quasiment tous les jours. Je me rappelle bien, il avait 10 à 12 heures. T'étais aussi dans ces moyennes-là ? Un peu moins, peut-être, parce que Charcot, il était étudiant et pas moi. Mais honnêtement, je devais pas être très 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 loin. Enfin, je devais être en fait, je terminais le boulot quand ma nana travaillait de nuit. J'y passais une bonne partie de la nuit, et je passais je pense 5-6 heures facile à faire du trading après le boulot, quoi. Ok, impressionnant. Ouais. Et donc 15K, donc là t'achètes ta galerie de GOAT, et puis tourner jeunesse, quoi. C'est rouler jeunesse plutôt. T'as commencé à bien amasser au niveau des rewards, et là tes rewards, donc tu en faisais quoi ? Si ça améliorait ta galerie, tu les gardais ou bien tu les revendais systématiquement ? Quel était ton objectif à ce moment-là ? En fait, je fais toujours des arbitrages quand je reçois des rewards, et je me pose la question, est-ce que ce joueur-là, il est intéressant pour mon pool, et est-ce qu'il me rend plus compétitif ? Et surtout, est-ce que j'ai des alternatives déjà existantes dans mon pool qui peuvent justifier de le vendre pour acheter ailleurs ? Et en soi, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a eu des cartes que j'ai gardées, il y a des cartes que j'ai revendues. Je me suis jamais mis une règle de ce côté-là. Mon objectif, ça a toujours été d'optimiser au maximum ma compétitivité en SO5. Et de ce point de vue-là, en fait, mes calls, ça a toujours été de me dire, ok, cette carte oui, cette carte non, cette carte pourquoi en fait. C'est surtout pourquoi. Est-ce que je peux en faire quelque chose ? Ça a été ma stratégie pendant un long moment. Une fois que je suis arrivé à un niveau où, en fait, il y a un moment où ta galerie limited, tu peux plus vraiment l'améliorer. Dans le sens où évidemment tu pourrais toujours avoir plus de cartes, plus de joueurs, plus de GOAT, mais en soi tu auras toujours une alternative satisfaisante à côté, et tu l'améliores
plus vraiment quoi. Donc tout ce qui était T3, T2, très souvent je les gardais. Je revendais pas. J'ai beaucoup conservé, j'ai beaucoup tanké de T3, de T2. Tout ce qui était T1, T0, il y avait pas mal de moments où je les revendais. Je pense à des Kimmich que j'ai gagné en reward, à un Haaland que j'ai gagné et que j'ai revendu. C'est des cartes que j'ai pas forcément conservées, soit parce que j'avais déjà Kimmich et Haaland, soit parce que j'avais d'autres cartes à côté qui faisaient le boulot. En fait, tout est une question d'arbitrage tout le temps dans ce jeu. C'est vraiment mon ressenti dans la construction de la galerie. Et tu avais des cartes rares aussi à ce moment-là pour jouer les paliers ou bien parce que quand tu t'es inscrit, tu étais en rare. Est-ce que tu as complètement bazardé toutes tes rares pour te lancer à fond en limited ou bien tu avais quand même encore des rares en stock? Alors mon histoire avec les rares, elle est assez tumultueuse. Faut savoir qu'au début, donc du coup comme tout le monde, j'avais des rares puisque quand je suis arrivé, il n'y avait pas de limited. J'ai beaucoup acheté de cartes Asie. J'avais du Daisen Maeda quand il jouait aux Marinos. J'avais du Kim Seong-gyu. J'avais du Atanaka. J'avais du Kikuchi. Que j'ai revendu au moment où je suis passé en limited parce que je me suis dit en revendant mes rares je peux devenir compétitif en limited et c'est là en fait où il y a un premier arbitrage. Une fois que tu arrives à un moment où ta galerie limited a atteint un stade où elle est quasiment plus améliorable, tu te poses la question ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu passes en rare. Je fais une erreur parce que je tente d'aller en Champ Europe rare avec un pool qui est correct mais sans plus. Ça a été une de mes erreurs honnêtement en termes de stratégie. Je jouais l'All-Star avec ce qui me restait de mon pool de Champ Europe rare. Donc j'ai eu un pool rare qui avait quand même une certaine valo et ce pool de rare en fait me satisfaisait pas de deux côtés. Premièrement, je prenais aucun plaisir à aligner tout le temps les mêmes équipes à toutes les GW avec peut-être un changement ou deux, là où en fait en limited je peux quand même avoir un peu de changement d'une GW à l'autre parce que effectivement j'ai beaucoup de GOAT, je vais pas mal jouer les match-up, je vais mettre des joueurs qui sont peut-être un petit peu moins cotés mais qui moi me semblent intéressants pour un match. Ça a toujours été un peu mon approche, jouer énormément les match-up, là où en rare en fait je pouvais pas le faire. Donc j'ai revendu toutes mes rares, vers septembre 2022, là il y a 6 mois. Ah oui, il y a pas longtemps. Ouais. Et t'en avais combien? Non, il y a pas longtemps. T'en avais combien? J'en avais pour 10 ETH à peu près. J'en avais une trentaine. J'avais du Lloris, j'avais du Delofeu, j'avais du Luis Alberto, j'avais du Chanalolu. J'avais un beau pool en vrai. J'avais un pool qui était correct. Ouais. Pour les auditeurs qui rigolent, pour les auditeurs qui sachent pourquoi on rigole quand t'as dit Lloris, c'est parce que tu as acheté mon Lloris rare juste avant l'enregistrement du podcast. Exactement. Ouais. Donc finalement, il te manquait un peu quand même. Il me manquait un peu, et puis on en reparlera probablement plus tard, mais avec le changement de gameplay, effectivement, là je suis à un moment où j'ai envie de retourner en rare. On aborderait ça après. Donc tu as vendu toutes tes rares, et puis tu t'es lancé en NBA, donc avec ces 10 Ethers, tu as mis ces 10 Ethers sur la NBA. J'ai mis ces 10 Ethers, et j'avais sorti un peu de TH de ce rare que j'ai réinjecté comme un bon client. Ok. T'as mis combien plus ou moins en NBA? J'avais mis, je crois, 13 ETH en NBA. Super. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir te diversifier et te lancer en NBA? Plein de raisons. Franchement, plein de raisons. La première, c'est que la NBA, moi, j'irais pas jusqu'à dire que ça m'a toujours plu, mais depuis que je suis étudiant, c'est un sport que j'aime bien regarder, que je regardais vraiment énormément quand j'étais en école de co, parce que fatalement, t'as le temps, toi qui aimes suivre la NBA, tu sais à quel point c'est compliqué de suivre la NBA quand t'es en Europe et que t'as des obligations en journée. C'est un sport qui me plaisait de base, que j'avais un peu perdu de vue quand du coup j'étais dans la vie professionnelle, et je me suis dit là c'est une bonne opportunité, c'est un bon argument pour se remettre dedans. C'était presque un prétexte. Après, je trouve que le boulot qui a été fait sur Sorare NBA en termes de marketing, en termes de lancement, en termes de produit en lui-même était vraiment vraiment bien. J'aime beaucoup ce qui a été fait au lancement, et c'était du coup plus un conviction play, tu vois. Je sentais qu'il y avait un truc à faire en NBA et que le produit avait vraiment du potentiel. Et au-delà de ça, il y a le gameplay NBA qui, moi, a fini de me convaincre.
quand ils ont introduit les systèmes de mode capé à 110 et 120. Et j'avais pris du temps un peu pour analyser tout ça et je me suis dit, ok, là il y a vraiment un truc qui va faire de Sorare NBA un jeu par rapport à Sorare Football qui était parfois un investissement passif, dans le sens où tu n'avais pas besoin de faire tourner ta galerie. C'est certain. Et en fait, l'idée d'avoir un jeu vraiment m'a énormément plu. Et je me suis dit, quitte à y aller, autant y aller à fond. J'avais les rares qui étaient de côté et qui me servaient quasiment à rien, où je prenais pas de plaisir. Et je me suis dit, bah ok, je vire mes rares, je vais en NBA et je tente les rares qui sont l'équivalent plus ou moins des limited en foot. Et les SR qui sont finalement l'équivalent des rares en foot. Puisque tu as 1000 rares et 100 SR en basket, donc les paliers du nombre de cartes de limited rares en football. Et surtout que tu pouvais, justement, comme tu es à 100% là-dedans, tu avais tout le temps de pouvoir scouter et finalement d'avoir un edge sur la plupart des managers parce que tu as le temps de scouter, de négocier, de regarder les prochains match-up et vraiment d'optimiser. Et on le voit d'ailleurs dans tes résultats sur Twitter, etc. Tu performes très régulièrement en NBA, que ça soit en super rare et en rare. Surtout pour le moment, là, t'as le vent en poupe. Je suis dans une phase très positive, ouais. Ouais, voilà, on va dire ça, pas pour pas te porter la poisse. Comme par hasard, c'est chaque fois aussi période du podcast. Mais non, là, c'est pas vrai. Là, t'es en train de performer sur plusieurs game week de suite. Mais c'est ça aussi qui t'a amené vraiment à te lancer à fond dans NBA. Tu te dis, avec le mode justement capé, ça correspond à mon profil et surtout, ça correspond aussi au temps que je peux disposer pour pouvoir me lancer dedans et être compétitif. J'ai un avantage compétitif avec le fait d'avoir du temps, ouais, complètement. Et le temps, il est d'autant plus valuable en NBA qu'en foot. Parce qu'il faut réagir beaucoup plus vite, il faut passer peut-être un petit peu plus de temps à retravailler sa galerie de façon assez régulière. Et ouais, clairement, le fait d'avoir... En fait, si tu veux, même en football, c'était quelque chose que je faisais énormément en stream, c'est le scouting, j'adore ça en fait. Ça a toujours été mon truc, c'est dénicher les petites pépites, les joueurs qui sont sous-évalués et faire des espèces de coups avec ça. Et le basket, c'est exactement ce profil-là en fait, ça s'adapte exactement à mon profil de joueur. Et ouais, franchement, ce gameplay, moi, a fini de me convaincre. J'étais déjà chaud avant parce que, comme je te le disais, je trouvais le produit vraiment bien foutu. Mais quand j'ai vu le gameplay, j'ai fait, ok, ça peut m'aller. En scouting, c'est un truc que je kiffe faire. Et je suis parti la tête la première et c'est parti. Quitte à faire des achats surpayés, on pense à toi, Anthony Davis. Voilà, tout à fait, c'est vrai. Tu regardes souvent des matchs ? Pendant la nuit, là, tu suis, parce que ça fait partie quasiment tous les soirs, du scouting. Quasiment tous les soirs. Quoi, tu vas te coucher à soirs, quelle heure alors ? Heureusement, madame travaille de nuit, donc ça va, quoi. C'est ça. En fait, ça s'adapte aussi à mon mode de vie, quoi. C'est ça le positif, parce que sinon ça serait galère. À quelle heure je me couche ? Ça va dépendre. En général, ça va être autour de 3h, 3h30 du mat. Et si jamais t'as un line-up qui tourne bien et que t'as un match qui commence à 4h du matin sur la côte ouest, t'es foutu, en fait. Jusqu'à 6h30, 7h, t'es là. Ça m'est arrivé une ou deux fois, je crois, de faire 6h30, 7h et d'aller me coucher avec madame après sa journée de travail. Sa nuit, c'est bien comme ça. Je me suis recalibré sur son rythme, ouais. Tu travailles de nuit, mais pour un job différent. Et écoute, non, et donc ça demande une certaine discipline là. Tu fais quoi ? Tu fais des siestes l'après-midi ou des choses comme ça pour essayer de tenir le coup ? Non, je juste décerne et tu te lèves tard. Tu te lèves tard. Je me lève tard, ouais. Non, je me lève un petit peu plus tard. Je bois beaucoup de café et je fais exactement tout ce qui est pas recommandé par les médecins pour avoir une vie saine et un rythme de sommeil qui va bien dans ma vie. Réparateur. Exactement. Je fais tout ce qu'il faut pas faire. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à ne pas me contacter parce que c'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire. Bon, je vais pas te poser la question alors là-dessus. Bon, et ton objectif maintenant, donc on a bien posé le cadre, on sait ce que tu fais, vers quoi tu vas. Tout à l'heure, tu as dit j'ai envie de repasser en rare football. Donc, quelle est ta stratégie là, à court terme et à moyen terme ? Alors, court terme, en NBA, c'est de continuer à tanker tout ce que je gagne et de continuer à monter une galerie qui est de la profondeur. Ça, c'est vraiment mon truc au global. Avoir de la profondeur dans les galeries, honnêtement, moi, c'est un kiff parce que du coup, ça me donne plus d'options et ça m'oblige à réfléchir sur mes line-up. Et ça, je suis un gros geekos de stratégie et de jeu de management. Alors là, tu me rends heureux quand
quand j'ai plein d'options. En football, ouais, il y a là avec le changement du gameplay, effectivement, mon objectif c'est de passer en rare, de jouer quelques petites compétitions qui me permettent de gagner des cartes rares. Pas énormément. Je vais pas basculer vers la All-Star rare ou la Challenger Europe rare. Je vais juste basculer sur les modes capés. Ok. Et ouais, en fait, avec ces modes capés, essayer d'aller chercher des petites perfs, rentabiliser, et à moyen terme, c'est une vraie question. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais quand t'as réussi ton passage de limited à rare. Alors, les limited, je vais les conserver, ça sera toujours ma rareté de prédilection, mais quand j'aurai atteint une certaine masse critique ou une certaine masse de TH qui me convient grâce à ma galerie rare, la question se pose, est-ce que je vais basculer vers les divisions régionales, donc All-Star et compagnie en rare, ou est-ce que je tente une bascule encore plus téméraire, on va dire, en basculant vers exactement les mêmes divisions mais en SR. Et donc aller jouer une kick-off SR, aller jouer une cap 220 SR et une cap 240 en SR. Ce qui me semble être un peu débile, mais il y a des choses un peu débiles que j'aime faire, et je me vois bien faire ce genre de débilité, tu vois. Bah écoute, moi par rapport à ce que tu me dis, honnêtement je trouverais pas ça débile du tout. Au contraire, ça semble même plutôt logique, parce que des SR, voilà, que tu scoutes tes joueurs, elles sont quand même en limited, en rare ou en super rare, et l'avantage c'est que les T2, T3 super rare, voilà, c'est quand même fort abordable. Donc si tu scoutes bien, finalement, tu pourrais aligner des SR en mode capé qui peuvent bien tenir la route, non ? Bah c'est ça, mais d'un autre côté, en fait, je le vois avec la kick-off limited, enfin là du coup la kick-off rare, je vois à quel point ça peut être compétitif en termes de scoring, et je vois les line-up que je peux aligner. Et je me dis, franchement, si je veux faire les mêmes line-up que je fais en kick-off rare, mais en SR, enfin un kick-off SR, il faut que je vende mon foie et probablement mon rein, un de mes deux reins, parce que en fait je me rends compte à quel point il est possible de faire des équipes de mammouth en cap, pour peu que tu aies un peu de densité, et en soi moi j'aurais jamais cette densité, mais il y a d'autres galeries qui l'ont. Et si tu veux aller me retrouver contre des Bellama ou des YNWA ou des The Noob ou des R1 en cap 220 SR, franchement je suis moyen chaud, mais d'un autre côté je me dis, en y passant du temps, il y a peut-être un truc à faire. Et en fait c'est ça qui me titille, c'est aussi de me dire, t'arrives comme un outsider dans des divisions où il y a que des managers qui sont arrivés soit en 2019, soit qui ont pas besoin de regarder leur compte en banque quand ils achètent une carte sur Sorare, et t'essayes un peu de les concurrencer, de les battre. Et j'avoue que t'as une part aussi de t'as un peu ce côté petit poussé en Coupe de France, quoi, et t'as envie un peu d'être ce petit poussé, d'être ce Shilty Game qui fait une grosse épopée en Coupe de France et qui va réussir une grosse perf. Ouais, voilà, être le David contre le Goliath. Mais moi je pense personnellement, comme 220, 240, comme tu dis, les grosses galeries, en général ils mettent leurs cartes les cartes qu'il leur reste, quoi. Ils sont pas là à scouter autant de temps que toi tu peux faire, et plein d'autres managers également, où vraiment ils passent un temps considérable à essayer de chercher des joueurs value pour une ou deux game week. Moi je pense qu'en 220, 240, en scoutant bien, en passant vraiment pas mal de temps dessus, il y a moyen de faire très très fort. Ouais, moi pour la première cap 240 SR, c'est absolument dramatique, mais parce que j'ai mis les cartes qui me restaient, que c'est pas mes divisions de prédilection, et donc honnêtement si je gagne quelque chose, c'est de la chance, quoi. C'est un aliment de planète. J'aurais pas scouté exprès et je vais pas aller chercher non plus l'un ou l'autre joueur qui va pouvoir m'aider à renforcer, justement par manque de temps. Donc moi je pense que les profils comme le tien, ils ont vraiment leur chance à tenter, tout à fait. Écoute, pas la peine d'essayer de me convaincre plus, je suis déjà en train de le faire tout seul. Mais j'apprécie tes mots pour me rassurer dans ma démarche. Non, mais honnêtement, je suis certain. D'ailleurs, je l'avais dit lors du dernier podcast avec Florian Brasco, j'étais super hypé quand la NBA est sortie, puis une semaine, 10 jours après, quand j'ai commencé à vouloir construire ma galerie d'abord en limited, parce que je dis j'ai par manque de temps aussi, je me focalise sur le foot et je m'amuse un peu, juste sur le basket, je me suis dit purée, le temps qu'il faut mettre dedans, et donc j'avais mis un tweet où j'avais parlé en mon nom évidemment, en disant que moi finalement le gameplay basket ça me convient pas, parce que j'ai pas le temps à passer pour scouter, etc. Et finalement j'ai dû dégager du temps parce que je me suis pris au jeu. Mais si tu scoutes pas, si tu passes pas du temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, justement dit, c'était un jeu maintenant, t'es plus compétitif quand il y a des
mode comme ça, capé. Et donc pour le coup, j'ai laissé tomber moi les limited en NBA et je fais que les rares, mais j'irai pas en super rare. Je fais que les rares et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir adapter sa galerie, mettre ou tel joueur, mais ça demande du temps. Voilà. C'est ça, c'est la denrée la plus rare sur Sorare et dans la vie au global. Hein. Donc forcément, ouais, ça fait une différence de dingue quand t'as du temps pour faire ton scouting et compagnie. En fait, si tu veux, ce mode de jeu et la direction que prend Sorare, j'ai l'impression que c'est un peu aussi pour attirer des tryharders, des mecs qui aiment bien se lancer à fond dans un projet et qui adorent passer du temps. Tu vois, comme les mecs qui sur FUT se tuent à faire de l'achat-revente pour essayer d'aller faire Elite en FUT Champions, quoi. Et je pense effectivement qu'il y a une partie des gens qui sont un peu réfractaires à ça parce que forcément ça demande du temps, et je pense qu'ils ont été assez malins dans leur retravail du gameplay pour plaire un peu aux deux types de profils. Donc maintenant pour le tryhard il y a de quoi faire, pour les gens qui veulent jouer tranquille il y a de quoi faire aussi, et finalement tu touches un peu tout le monde, quoi. Ouais, tout le monde s'y retrouve un peu et en pleine évolution. On va un peu discuter du gameplay tout à l'heure. On va attaquer ton sujet de prédilection. Tu m'as proposé de parler évidemment trading et scouting. Ouais. Écoute, je te laisse la parole. En fait, c'est très très vaste. Le trading, c'est un sujet qui est super complexe parce qu'il y a des dynamiques de marché internes à Sorare, externes à Sorare avec le TH. Alors, je sais que l'équipe Sorare a le souhait à terme de retirer un peu ce côté externe avec les variations de l'ETH, mais pour l'instant, ça existe. Et ouais, j'avais envie un peu de parler de trading et de parler un peu des idées reçues qu'on peut avoir sur le trading. Je me souviens encore une fois, quand je suis arrivé, le temps qu'on y passait, les résultats étaient monstrueux et on me disait il y a quelques mois, mais c'est plus possible de faire ça. Je tords un peu le cou à cette idée reçue. Je ne pense pas que aujourd'hui ça soit toujours impossible de faire du bénéfice en trading. Je pense que beaucoup de monde en fait confond trading et investissement. C'est un sujet que j'ai un peu évoqué dans ma première vidéo YouTube sur le sujet. Je pense que le trading, c'est une posture active sur le marché, c'est-à-dire que tu vas essayer d'aller acheter des cartes en dessous du prix du marché en faisant des offres, en allant voir des managers, en discutant avec eux sur Discord pour leur faire baisser le prix et revendre au prix marché. Là où un investissement, et c'est une forme un peu plus passive d'essayer de faire des bénéfices, ça va être d'acheter un joueur que tu estimes être sous-évalué par le marché et dont tu estimes que à terme le marché va faire augmenter son prix. C'est assez différent en fait. Si tu veux, c'est comme si je comparais ton chasseur de promotion, le mec qui va sur D-Labs toute la journée pour acheter des produits moins chers et faire des bonnes affaires. Donc ça va plutôt être ton trading, c'est le mec qui va aller chercher les bonnes affaires pour les revendre plus cher ensuite, versus le mec qui investit dans une société qui est cotée en bourse et qui se dit parce que dans 4-5 ans, cette action elle coûtera plus cher, mais c'est spéculatif si tu veux. Je trouve que les investissements sont beaucoup plus spéculatifs là où le trading est beaucoup plus factuel. C'est sur des données qui sont assez claires, et je pense qu'effectivement en y passant du temps encore aujourd'hui, il y a des choses à faire. Alors surtout en limited, parce que moi ce qui me plaît en trading, c'est quand tu as des cartes qui sont très liquides. Ouais. Donc la liquidité d'une carte, c'est quand il y a énormément d'achats et de ventes sur une même carte sur une période donnée. Donc une carte limited va se vendre peut-être 10 fois plus qu'une carte rare sur le même laps de temps. Et je reste convaincu qu'il y a moyen d'aller chercher des bonnes affaires en limited en achetant moins cher et revendant au prix du marché. Et quels sont les critères que tu prends en compte pour mettre ton dévolu sur tel ou tel joueur dans l'optique de prendre une plus-value dessus? C'est vraiment le prix par rapport à Sorare Data, ou bien je me rappelle avec je pense que c'était Charcot, mais je suis pas sûr, où il regardait les prochains match-up et il voyait qu'il y avait des match-up qui étaient bénéfiques, en tout cas sur papier, et il l'achetait à ce moment-là avec un score et puis il le revendait avec un score plus élevé et donc avec un prix plus élevé. Toi, quels sont les critères que toi tu prends en compte pour le trading? Il y a énormément de critères. En fait, si tu veux, il n'y a pas une carte où tu vas avoir les mêmes critères que pour une autre. Quand même, les données clés pour moi, c'est prix et liquidité. Hein. C'est clairement, est-ce qu'une carte qui vient d'être publiée sur le marché est moins chère que ses dernières ventes, et est-ce qu'il y a de la demande sur cette carte-là? Si c'est le cas, très souvent, je vais faire une offre. Si je vois qu'il y a 10 ventes sur les 2 derniers jours et que la carte, elle est moins 10% du prix moyen des ventes sur les
sur les 2 derniers jours, j'y vais. Sachant que quand je dis prix moyen, c'est en ETH et en euros. Et c'est là où c'est d'autant plus complexe. J'ai tendance à regarder les deux. Parfois, je vais faire des erreurs parce que je vais me fier uniquement au prix en ETH et j'ai pas pris en considération qu'à côté l'ETH a fait plus 10%. Ça m'est arrivé de nombreuses reprises, même récemment. J'ai acheté un Pedri, je me suis dit ok, là je fais une super affaire et en fait aujourd'hui en ETH j'ai perdu, en euros je suis à l'équilibre. Mais en général j'essaie de regarder les deux. Volatilité et prix, la notion de match-up à venir, c'est intéressant, mais c'est pour moi plus de l'investissement déjà. Et attention, l'investissement c'est super fort. J'en avais fait énormément, je me souviens en décembre, je crois, novembre-décembre 2021, où autour de la période de Noël, il y a très peu de clubs qui jouent. Donc il y a la PL, mais à l'époque la PL n'était pas dispo. Il y avait quelques matchs en Belgique et quelques matchs au Portugal. Et fatalement, en fait, si t'anticipes que dans un mois, il y aura, au lieu de 2000 cartes, il y aura que 200 cartes jouables, tu peux être sûr que sur les 200 cartes jouables, il y en a une grosse partie qui va prendre en valeur, surtout celles qui seront le plus utilisées. Et ouais, ça c'est en fait, il y a plein de façons de faire du trading et chacun a sa façon. Tu vois, tu parlais de Charcot. Charcot, il a une méthode assez folle qui est aussi d'acheter une grande partie des gardiens remplaçants, notamment en K-League où il y a beaucoup de rotation, et d'attendre qu'il y ait une rotation dans le 11 de départ. Et franchement, c'est super smart. Alors, ça demande d'avoir aussi un fond de roulement qui est important. Charcot, il peut se permettre de le faire maintenant. Il a bien cravaché pour avoir ce fond de roulement. Quelqu'un qui arrive et qui veut faire de l'achat-revente pour monter rapidement en ETH sur Sorare, c'est pas ce que je lui conseillerais. C'est du court terme, en fait, acheter des joueurs d'un championnat qui n'est pas encore couvert par Sorare et quelque part faire un pari là-dessus. Exactement. Que ce championnat soit un jour couvert. Exactement. Mais c'est vrai que ça bloque ta bankroll. C'est ça. Et t'as un côté spéculatif aussi qui est inhérent à ce type d'investissement. Et encore une fois, je pense que quand t'arrives sur Sorare avec un petit budget et que tu veux monter un petit peu, je reste convaincu que il vaut mieux se fier à la data, au fait d'acheter moins cher et revendre au prix marché, plutôt que d'acheter au prix marché en espérant que son prix va augmenter. Aussi pour une raison toute simple, c'est que on l'observe sur les derniers mois, le marché est plutôt baissier. Si tu fais un investissement à 2 mois et que pendant ce temps-là le marché prend une claque, ton investissement t'auras beau avoir eu raison, c'est-à-dire que ton prix relatif sur le marché de ta carte augmente, mais ton prix en brut de la carte lui n'augmente pas. C'est-à-dire que peut-être que sur une période de 2 mois ton marché il va faire moins 50%, admettons, je donne juste ça pour l'exemple, mais à côté de ça ta carte elle fait moins 25%, techniquement t'avais raison, mais t'as perdu 25% parce que t'as investi dans un marché qui a été globalement baissier. Et c'est un risque en plus pour les nouveaux managers. Et donc quand tu fais un trading, donc je présume que tu n'achètes que très rarement des cartes directement sans négocier, ou bien ça m'arrive si je vois vraiment une très bonne affaire. Ouais, mais sinon voilà, tu vas négocier, tu vas faire des offres etc. pour essayer d'avoir la carte au meilleur prix. Et ton objectif c'est de la revendre dans quel laps de temps alors ? 24, 48 heures, allez, 72 heures. À tout casser. Quand je faisais vraiment de l'achat-revente de façon très très active, une carte qui restait plus de 48 heures dans mon club, j'avoue que j'étais un peu deg. Parce que du coup, ça bloquait mon ETH et ça voulait dire que mon prix d'achat était pas suffisant pour que je puisse revendre tranquillement ma carte ensuite. Et là, tu continues à le faire, donc ce trading, c'est principalement limited foot ou bien tu t'es ouvert aussi NBA, rare. J'en fais moins parce que j'ai atteint la masse critique qui me permet de jouer en SO5, très sincèrement. J'en fais encore, tu vois, typiquement j'en ai fait en live, acheter un Sho Sasaki, aller peut-être 10% en dessous du prix du marché, le revendre prix du marché le lendemain. Ça m'arrive de faire des grosses conneries, acheter un Ferran Jutgla qui prend moins 50%
50% parce que il se Ouais. blesse. Ça m'arrive. En NBA, honnêtement, je pense que c'est la terre promise actuellement pour le trading. Tout simplement parce que en termes de liquidité, c'est complètement hallucinant la liquidité des cartes de NBA. Et c'est encore plus la terre promise pour tout ce qui est investissement. Si tu arrives à investir, à trouver une carte qui va énormément exploser pour les GW à venir, tu peux, à mon avis, te régaler, quoi. Mais ouais, je pense honnêtement Et là, que pour le coup, tu peux alors, garder ces cartes un peu plus longtemps dans ta galerie, quoi, en fonction de leur scoring. Ce qui est assez paradoxal quand tu as des gros joueurs dont le scoring commence à baisser, en général, le prix de la carte augmente. Parce qu'il sera beaucoup plus utile dans les Game Week qui vont suivre. Tu es aussi là-dessus ? Ouais, ça m'arrive. Et en fait, paradoxalement, t'es beaucoup plus enclin aussi à conserver tes cartes que tu gagnes. TT4, TT5 que tu vas gagner en compétition, t'as beaucoup plus tendance à les garder parce que tu te dis, à terme, peut-être que ça me sera utile. Moi, tu vois, typiquement, j'ai gagné, je crois que je l'avais gagné, un Dayron Sharp, le pivot des Nets. Ouais, c'est ça, le pivot des Nets numéro 3. Parce que, en fait, moi, mon analyse, c'était, ok, il y a Claxton qui est titulaire, qui fait une bonne saison. Le numéro 2 dans la rotation à ce poste-là, c'est plus ou moins Ben Simmons, dans un style très différent. Mais derrière, ils ont personne, en fait. Personne pour jouer dans le rôle de pivot. Donc, si jamais un Claxton ou un Simmons se blesse ou est indisponible, ce qui arrive assez régulièrement, hein, pour, je crois notamment Ben Simmons, il a... Ouais, tout à fait, lui aussi. Il a un historique de blessure qui est quand même assez costaud. Je me dis, ce Dayron Sharp que j'ai eu en T5 ou en T4, peut-être qu'un jour il me sera utile. Et ça loupe pas en fait. Ben Simmons, il est blessé sur la GW en cours. Dayron Sharp, il joue 25 minutes. Je sais plus contre qui ils ont joué. Je crois que c'était les Lakers. Il joue 25 minutes. Ouais. Il marque 35 points avec un L10 à 11 et c'est ça qui fait la diff en fait. C'est ça qui fait la diff. Donc là, tu les gardes, quoi. Quand tu gagnes des T4, T5, au lieu de les vendre, que ça soit en super rare ou en rare. T'es aussi en limited ou non ? T'es juste super rare et rare en NBA ? J'y étais au tout début parce que t'avais la possibilité d'aligner des limited en rare. Ouais, en rare, ouais. Et donc du coup, ça m'allait bien parce que ma strat, ça a toujours été jouer les rares et les SR. Et en fait, une fois qu'ils ont coupé qu'ils ont vraiment morcelé limited, rare, SR, j'ai commencé à vendre mes limited. J'en ai gardé quelques-unes pour faire des contenders vraiment comme ça à l'arrache, mais c'est une rareté que j'ai un peu quitté, ouais. Mais plus par stratégie, plus que par manque de plaisir. Enfin, c'est non, une je question de comprends strat, ouais. Et mais c'est vrai que les T4, T5, comme tu dis, les rares, super rares, au lieu de les vendre par exemple en rare à 10-15 €, autant les garder parce qu'elles peuvent être utiles quand ce sont des joueurs comme là. T'as cité vraiment un bon exemple où il n'y a pas énormément de remplaçants à ce poste-là, ça peut être très utile. Par contre, les autres, ils sont, je sais pas moi, s'il y a 6 arrières et qu'il fait des allers-retours avec la Development League, c'est quand même plus compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait un aliment de planète pour qu'il ait un gros temps de jeu, ce joueur-là. Bah c'est clair, c'est là où en fait le temps que tu passes aussi, et c'est pas que du scouting en fait, hein, c'est aussi comprendre le jeu, comprendre les dynamiques en termes d'effectifs qui sont assez différentes du football, comprendre les dynamiques en termes de rotation, voir un peu les manques qui existent dans certains rosters, te permet en fait de flairer un peu les bonnes T4, T5. Et je m'étais posé 2 bonnes journées à regarder tous les rosters de NBA, voir où est-ce qu'il y avait des manques, et j'avais identifié quelques cartes qui me servent bien, même cette semaine. Ouais. Et en foot, comme tu vas maintenant aller retourner, enfin en tout cas ta volonté de retourner en rare pour les divisions capées, comment est-ce que tu envisages le scouting plusieurs game week à l'avance ? Est-ce que tu vas faire un peu la même chose à NBA en optimisant assez régulièrement quand même ta galerie pour toujours avoir des joueurs qui vont tomber sous le cap maximum ? En foot, ça va être plus compliqué parce que je veux continuer à jouer la kick-off rare. Et ça c'est le postulat de départ dans ma strat, c'est que je veux absolument jouer la kick-off rare. Donc là, il te faut moins de 10 rares, c'est ça ? Ouais, 10 rares maximum, ouais, c'est ça. Okay. Et donc, ça veut dire que je me restreins volontairement à avoir 10 rares. Donc, il faut que je scoute quand même des joueurs qui ont un L15 qui est pas forcément incroyable, mais surtout
coup, il faut que je prenne des joueurs qui vont garder un L10, un L15, pardon, qui est pas forcément incroyable. Donc des joueurs qui ont un peu de variance, le mixer avec des joueurs assez fiables, tu vois, des joueurs qui vont eux à côté être très réguliers pour que ton cap il soit jamais dépassé. Et après, donc, effectivement, non, pardon, vas-y. Non, j'allais te poser donc des joueurs typiquement avec des gros écarts types. Ouais, du Perisic par exemple que j'ai acheté, qui va aller te chercher du 28 sur certaines GW et du 80 sur d'autres. C'est des profils qui peuvent être intéressants, je pense, en cap. Alors il y a des moments où il va vous plomber votre GW, mais l'objectif à terme c'est que il te carry sur 2-3 GW et que tu le rentas quelque part un peu comme ça et que ça te permette de vibrer sur un potentiel, une potentielle place avec reward en cap 220 ou en cap 240. Et donc tu l'entoures bien, ce fameux joueur que tu auras identifié. Bah ouais, en fait je vais avoir 1 ou 2 joueurs je pense à haute variance et 3 autres relativement stables. C'est comme ça en fait que je le vois, tu vois, typiquement aller chercher au milieu. Je suis justement en train de regarder tes joueurs, donc là t'en as 6. Ouais. Tu as Willian qui joue à Fulham, ouais. C'est vrai qu'il peut être décisif comme ne rien faire. Non mais typiquement Willian c'est un joueur plutôt safe, tu vois, typiquement Willian c'est un joueur qui va souvent aller te chercher un 50 parce qu'il fait beaucoup de AA. Si tu regardes en fait son scoring historique, c'est un joueur qui depuis qu'il est arrivé à Fulham dans le système de Marco Silva a beaucoup de AA, et comme tu le dis c'est un joueur qui en plus peut aller chercher des DS, et lui pour le coup c'est un peu ton joueur safe qui peut te tirer vers le haut, tu vois. Lui il joue un peu les deux rôles. Et Cabella aussi, je vois que t'as Cabella aussi il fait toujours du 50 voire du 60 en AA, et il peut aussi être, enfin il est même très souvent décisif. Cabella c'est mon joueur dédié à la kick-off rare. Okay. Il sera en kick-off rare toutes les semaines. Ok, puis t'as Kaletassar ouais. de Southampton. Lui, doit être aussi pas mal en niveau écart type. J'ai plus suivi son scoring depuis qu'il a quitté Marseille, mais c'est ça. Non, mais c'est un joueur avec un gros écart type, ouais. Ouais, c'est un joueur avec un gros écart type. En fait, lui, pour le coup, c'est parce que j'aime bien le boulot qui est en train d'être fait à Southampton. Ils ont débauché pas mal de scouts de Manchester City, si je dis pas de bêtises. Et je trouve que leur recrutement, il est plutôt intelligent. Ils sont en train de construire une équipe qui est pas trop mal. Et un Kaletassar, j'avoue qu'en défense centrale, why not, quoi. Ouais, même s'il a de la concurrence. Il est temps qu'il se réveille. Bon, ils ont pris Onuachu, gros point d'interrogation. À voir ce que ça va donner en première ligue. Ça peut être flop ou top. Ouais, je suis très curieux. Moi, j'ai le feeling que s'il devait aller dans une div, ça serait quand même plutôt la PL que la Liga, tu vois. Ah ouais, non mais largement. Je pense qu'il peut faire trop mal je pense qu'il peut faire assez mal en PL, hein, franchement, Onuachu. Ouais, moi je suis vraiment curieux. Je voulais le vendre, et puis finalement son prix c'est ramassé, mais méchamment. Je dis bon ben non, je vais pas le vendre à 0,15, je vais le garder, et puis on verra, on sait jamais. Et pourquoi Hugo Lloris alors en gardien? Alors Hugo Lloris, c'est son L15 qui m'intéresse. Parce qu'il a un L15 qui est vraiment bas, et du coup en ayant un Hugo Lloris je crois qu'il a 41 de L15 si je dis pas de bêtises, je l'ai pas sous les yeux là. Non, t'as bien travaillé avant de l'acheter. ouais, non, c'est ça l'idée. Et en fait c'est intéressant parce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Comment est-ce que tu fais pour conserver une équipe qui est dans le capping? Un Hugo Lloris à 41, ça me permet d'avoir de la marge sur mon capping global, parce que si tu prends une cap 240 où t'as besoin d'avoir un gardien rare, si tu prends 240 divisé par 5, ça te fait 48, donc ça veut dire que tes 5 joueurs doivent avoir en moyenne 48 points. Si tu as un gardien qui a 41, c'est 7 points que tu économises quelque part sur ton cap global et que tu peux réallouer sur d'autres cartes. Ou alors, ça te permet de voir venir si jamais son L15 augmente ou si le L15 d'un Perisic augmente, ça te permet de continuer d'être dans ta limite de 240 points et de continuer à aligner ces joueurs-là. Tout à fait, ça tient totalement la route. Plus le prochain match, il joue Manchester City, donc ça risque peut-être encore de baisser en dessous de 41, donc c'est ouais. Tout bénef. C'est tout bénef. Ça reste un bon gardien malgré tout, qui peut faire aussi des très beaux scores. Mais là, les joueurs de Sorare Foot vont découvrir un peu ce phénomène qu'on connaît nous qui avons joué à Sorare NBA, qui est de se dire que quand un joueur fait une mauvaise performance, t'es pas forcément dégoûté. Voilà. Tu te dis son L15 il est en train de baisser là. Il va devenir intéressant. Y a moyen que exactement. Et ça vous allez le découvrir, vous joueurs exclusifs de Sorare Foot.
shoot et c'est pas déplaisant, c'est-à-dire qu'au moins vous avez moins de négativité quand ils vous plombent un line-up, quoi. Ouais, et c'est tout à fait vrai ce que tu racontes. Et d'ailleurs, en basket, on le voit pas mal. Là, dernièrement, j'ai reçu plein d'offres pour pas mal de joueurs dont le L10 est bas en NBA, et on me proposait avec plus-value, par exemple un Edwards de Minnesota qui est à quasiment 50, 45, un truc comme ça, et puis j'ai dit non, moi le Edwards c'est bon, j'ai assez de joueurs au-dessus de 40, je vais pas en rajouter un autre, moi j'ai besoin d'autres joueurs, enfin un maximum d'autres joueurs avec des plus petits scores justement pour compléter mes équipes. Donc c'est une stratégie honnêtement qui change assez radicalement. Je sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose par rapport au trading et au scouting, sinon je trouve que c'est la parfaite transition pour passer dans le sujet d'actualité par rapport au nouveau gameplay. Et bah passons. Non, je pense qu'on en a déjà bien parlé. Écoute, voilà. En plus, on a fait une transition parfaite entre trading et scouting sans le vouloir, donc passons maintenant au sujet d'actu. Go, au gameplay, bon, il y a sujet d'actualité, mais enfin, il y a l'arrivée de la PL. Pluriel. Ah là, c'était une semaine hyper chargée, enrichissante. Enfin, cette PL qui débarque sur Sora. Bon, on va peut-être y venir tout à l'heure, mais voilà, le nouveau gameplay. Vas-y, parle-en. Je sais que tu kiffes les modes capés. Est-ce que pour toi, Sora a vraiment choisi le gameplay idéal malgré l'abandon du premier palier, deuxième palier qui était aisé à avoir quand t'avais je vais dire 7-8 joueurs qui faisaient du bon scoring. Comment est-ce que tu as vécu tout ça ? J'ai un ressenti qui est globalement positif sur ce nouveau gameplay. J'en ai pas mal parlé en live. Grosso modo, pour moi, il faut penser en fait à tous les types de joueurs quand tu réfléchis à ce gameplay, et je trouve que ça coche pas mal de cases. Je pense que pour les nouveaux arrivants, le mode draft, il est 10 fois plus engageant que le mode common casual qui avait plus aucun sens, où avec 520 points, tu pouvais ne pas faire de reward, enfin bref, c'était infernal. Là, au moins, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tu peux choisir les joueurs avec lesquels tu veux jouer, et ça, mine de rien, c'est un vrai changement de paradigme, parce qu'avant, tu choisissais tes équipes préférées, tu te retrouvais avec des joueurs des Yokohama Marinos, alors que toi, t'es français, tu regardes que la Ligue 1, tu touches à Tanaka, tu comprends rien. Là, tu peux aller chercher tes joueurs de Lyon, tes joueurs de Paris, enfin, je trouve qu'en termes d'engagement du joueur, c'est vachement bien foutu. Donc le mode gratuit, je trouve que la révolution, elle est parfaite pour le coup. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Honnêtement, aujourd'hui, je suis vachement plus à l'aise de conseiller à des gens d'arriver dans Sora, tout simplement parce que il y a un mode gratuit qui leur permet de découvrir le jeu et qui leur permet de prendre du plaisir par rapport à il y a 3 mois, quoi. Ça n'a rien à voir. Pour les joueurs à petit budget, perso, je trouve que le boulot a été bien fait, avec les divisions semi-pro, si je dis pas de bêtises, où tu peux mettre une limited, et même avec le mode pro où tu peux mettre 4 limited. Donc en fait, il y a le mode semi-pro qui est vraiment... on te met le pied à l'étrier, il te faut une carte limited d'un des 5 grands championnats, et tu peux jouer en semi-pro et tu peux gagner des vraies bonnes cartes. T'as le mode pro, donc ça encore une fois, c'est sur 5 divisions. C'est là où en fait je trouve que c'est super bien, c'est que par rapport à avant, maintenant t'as 5 divisions potentielles. Quand tu passes en pro, en fait, avant le mode un peu de transition, c'était la underdog, parce que la underdog, la outsider, tu pouvais mettre que 4 cartes limited et donc ne pas avoir à mettre de budget dans un gardien, ce qui était super clé dans le fait de faire passer des gens de gratuit à payant. Aujourd'hui, tu as 6 équivalents de la underdog, si je dis pas de bêtises, puisque tu as les 5 ligues, les 5 grands championnats en pro où tu peux mettre 4 limited et une common draftée. Donc t'en as 5 nouvelles underdogs, plus la cap 220 qui, si je dis pas de bêtises encore une fois, a exactement le même concept. Donc en fait on passe de une underdog à 6 underdogs, c'est-à-dire que ton entonnoir... un peu tes chances, quoi. Ouais, ton entonnoir, c'est plus un entonnoir, quoi. C'est un énorme vase à l'entrée, et on te dit, ok, tu peux aller là où tu veux, continue, et puis avec un petit budget, tu peux t'amuser, quoi. Limited, le taf a été
bien fait pour les joueurs limited stricto sensu, ceux qui veulent jouer que les limited. Je pense que garder les ligues régionales très bien, ça permet aux joueurs qui sont là pour jouer en mode passif, qui veulent pas être en train de passer du temps sur Sorare de poser leur team. Les modes capés, ça permet aux gens qui veulent passer du temps à faire du scouting, à réfléchir, de bosser. Petit bémol perso sur le moment de transition limited à rare, je trouve que c'est un peu timide. Je pense que la spécialiste notamment a pas été forcément bien remplacée. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a... Je comprends l'idée qu'on distribue par exemple plus de T0 rare à des gens qui jouent que en limited, mais je trouve qu'on aurait pu avoir quand même plus de T1 distribués par rapport au fait que là t'as une T1 qui est distribuée dans les équivalents de la spécialiste. Donc pour moi les équivalents de la spécialiste c'est la cap 240, la cap 270 et la kick-off rare, grosso modo. Ouais. Donc tu dois avoir une ou deux T1 rares. Je me rappelle que tu avais fait un tweet là-dessus, Torque aussi d'ailleurs, où il dit bon, voilà, le charme est un peu rompu, on sait plus gagner. Et c'est vrai de pouvoir gagner. Je me rappelle la personne qui avait gagné Mbappé rare avec une équipe spécialiste limited, ça fait complètement rêver. Après à côté, ça suit une certaine logique d'évolution, de progression. Finalement, cette barre de progression dont on entendait parler pendant je sais pas combien de temps, depuis 1 an et demi, là, elle y est quelque part sous forme de ces nouvelles divisions. C'est ça. Donc, en fait, moi, je te dis, je suis pas choqué du fait qu'on puisse plus gagner Mbappé, Moussiala ou Vinicius Junior avec l'aspect. Ça me choque pas. Je pense qu'en termes de transition, c'est logique qu'on te dise, ok, bah, t'as des limited. Les cartes rares que tu peux gagner, bah ça sera pas les meilleures cartes rares. Franchement, complètement aligné sur la vision. Pour moi en tant que joueur, c'est pas idéal parce que forcément je préférais pouvoir gagner des grosses cartes. En termes de logique de jeu, de gameplay, ok, là-dessus complètement fine. Qu'on te propose que 2 T1. Vas-y, je t'en prie, termine. Non, j'allais juste terminer en disant qu'on te donne que 2 T1 potentiels par GW, je trouve que c'est un peu léger, dans le sens où t'as quand même des T2 qui sont difficilement jouables déjà aujourd'hui, que les T3 elles sont vraiment très difficilement jouables, donc donner peut-être au lieu de 2 T1 qu'on te donne, je sais pas, des T1 à tous les podiums en kick-off, en cap 240 et en cap 270, je trouverais pas ça aberrant parce que déjà aller chercher un podium c'est déjà dur en limited et qu'on te donne une T1 rare, ça me choquerait pas, tu vois. Donc je pense qu'il y a un peu de timidité de ce côté-là. Et après, honnêtement, maintenant ils peuvent rectifier. Maintenant, voilà, c'est pas pas figé dans le marbre. De toute façon, avec Sorare, il y a rien qui est figé dans le marbre, donc ça peut évidemment évoluer. Mais d'un autre côté, ils répondent aussi à une certaine frustration de managers qui étaient essentiellement en rare, qui disaient voilà, on a une galerie qui vaut autant, on a pas mal de cartes, et puis finalement, pour avoir une carte, je vais dire valable par rapport, enfin toute proportion gardée, hein, mais si on regarde vraiment la valorisation et le nombre de cartes rares qu'ont beaucoup de managers qui sont essentiellement en rare, bah, ils se disaient ouais voilà, je fais autant de points puis finalement je me prends une T3 qui vaut pas grand chose. Là je trouve aussi logique que Sorare a mis plus de T0, plus de T1 et je pense plus de T2 dans les divisions rares pour justement aussi pallier un peu à cette frustration. Donc ouais, c'est une adaptation, mais je trouve ça aussi assez logique et ça devrait normalement contenter tout le monde, même si je te suis parfaitement. Avoir une T1 en podium, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ouais, je pense, et t'as raison sur le fait qu'il y ait plus de T0 et de T1 qui soient distribués, si je dis pas de bêtises, dans les divisions rares et rares pro, et effectivement les T2 et les T3, il y en a beaucoup moins, ce qui fait que t'as moins de places payées, mais le niveau moyen des rewards distribués est supérieur. Oui, c'est essentiellement des T3 qui disparaissent, et c'est la part des T0 et des T1, et même je crois en chiffres absolus, pas juste en relatif, augmente. Ouais, et le fait d'avoir aussi plusieurs divisions, ben ça permet aussi des stratégies totalement différentes, parce qu'avant, bon, après, ça devrait rester comme ça, mais les gros, enfin je parle des GOAT en rare, on les retrouvait essentiellement en champion et en all-star rare. On pourrait éventuellement, pourquoi pas, le retrouver en cap 270 ou des trucs comme ça. Donc ça permet aussi un peu plus de diversification et de stratégies différentes. Ouais, et ça c'est un point super clé dans ce que tu dis et je suis complètement d'accord. C'est que, en fait,
maintenant il y a une vraie abondance de divisions. Alors il y a deux choses. La première chose, et c'est un sujet que j'ai souvent abordé en live, vous n'êtes pas obligé de jouer toutes les divisions. N'essayez pas forcément de jouer toutes les divisions. Essayez en fait de faire le meilleur arbitrage possible pour que l'équipe que vous allez aligner, vous l'alignez dans la bonne division. Et les arbitrages en termes de stratégie, d'alignement de line-up, ça va être un délice. J'insiste sur le fait qu'on vraiment on va se régaler parce que je posais la question à mon chat lundi et je leur demandais ok les gars, où est-ce que vous allez aligner votre meilleur line-up? Et je n'avais que des réponses différentes. J'avais de la kick-off rare, j'avais de la cap 270, j'avais de la S Limited, j'avais de la Champ Europe. Et ça vraiment, c'est un régal. C'est un régal parce que ça veut dire que il va y avoir des différences de stratégie et des dynamiques de stratégie qui vont évoluer. Parce que typiquement, si demain des gens voient que la kick-off rare, elle est vraiment intéressante, il va y avoir plus de monde en kick-off rare en termes de focus, ce qui va te libérer des places en Champ Europe, ce qui va te libérer des places en Cap 270, et en fait tu vas tout le temps être en train d'évoluer dans un espèce de changement perpétuel où tu vas devoir te dire ok, avec les cartes que j'ai en main, qu'est-ce que je peux faire de plus optimal? Et encore une fois, moi je suis un gros geek de jeux de management et je peux te dire que ça va être une partie mais intégrante du plaisir de jouer. C'est-à-dire qu'au-delà de faire les line-up, c'est de se dire ok, mais où est-ce que je mets mes line-up? Et ça déjà, moi personnellement qui ai du temps à consacrer au jeu, je trouve que c'est génial. Donc pour tous ceux qui veulent tryhard et qui ont la chance de pouvoir faire plusieurs line-up, honnêtement, ce gameplay, je le trouve beaucoup plus fun, beaucoup plus... Alors après, c'est peut-être que des gens vont y trouver aucun plaisir à avoir cette réflexion, mais moi perso, c'est vrai que je prends énormément de plaisir à faire ce genre de réflexion. Ouais. Si tu aimes Sorare et le football management, honnêtement, je trouve aussi que ça répond positivement aux attentes d'avoir aussi autant de divisions, de te voir se creuser un peu la tête, regarder le nombre de places gagnantes, etc., le nombre d'équipes inscrites, où est-ce que je vais la mettre, où est-ce que j'ai plus de chance, quels sont les différents match-ups. Donc moi je trouve aussi très intéressant. Tu as certainement eu un avis de ta communauté par rapport à la difficulté quand même qui est fortement accrue, je trouve, pour atteindre le palier en rare. Je connais pas ton avis là-dessus, justement. Pour moi, l'anomalie, c'était avant. C'est-à-dire que le fait de pouvoir aligner tout le temps la même équipe, voire même aligner que 4 joueurs toutes les semaines avec un gardien DNP, et pouvoir sortir ton palier 1 ou ton palier 2 en permanence quasiment, pour moi, c'est une anomalie. Parce que si tu veux, il n'y a pas un jeu ou tu vois, si je lance FIFA, si je touche pas à la manette, je perds le match. C'est clair. Si je joue à Sorare, que j'achète 5 joueurs en mai et que pendant toute la saison d'Asia, j'aligne tout le temps la même équipe et je marque des buts tous les week-ends, t'as un côté un peu dérangeant. Après, en termes de rendement pour les joueurs, j'ai conscience que c'était mieux. J'en ai absolument conscience et je sais que les gens préféreraient ce mode-là. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas un monde, il n'y a pas un jeu où si t'es pas actif ou si tu bosses pas, tu gagnes. Tu vois, c'était un peu une ode à la fainéantise, ces paliers, je trouve, si tu veux. C'était ne faites rien et gagnez un loto gagnant euros. Quasiment chaque semaine. Tu vois, ne faites rien et gagnez 50 € toutes les semaines. Et je trouve que le message, il est pas bon, tu vois. C'est c'est une formule que j'aime bien, c'est de dire que avant, et beaucoup sont rentrés dans Sorare en voyant Sorare comme ça. Avant, Sorare, c'était vu comme un jeu d'argent basé sur le football. Et je pense que Sorare, à terme, est en train de devenir, et en tout cas moi c'est ça qui me plaît, un jeu de football où potentiellement tu peux gagner de l'argent. Et c'est très différent, et je pense que les deux communautés, les gens qui voient Sorare d'une façon ou d'une autre, sont pas forcément conciliables. Je pense pas que aujourd'hui tu puisses accepter, quand tu viens dans Sorare comme si c'était un jeu d'argent basé sur du football, qu'on te dise ta rentabilité elle va baisser. Et je pense pas que à côté, tu vois, t'es des fans de football qui se disent ouais mais ok, mais les gens qui font rien depuis 6 mois et ils gagnent 50 € toutes les semaines, comment ça se fait? Et je pense que c'est une vraie évolution dans le jeu et dans le profil des joueurs
joueurs qui sont en train d'être onboardés dans Sora. Ouais. Et ça permet aussi de prendre leur distance. Enfin, ils ont trouvé un accord avec l'Argel, mais là, le nouveau gameplay clairement montre aussi que le développement des jeux, de la première approche du jeu entre guillemets gratuit et même le reste, voilà, ça limite en fait les risques par rapport à l'Argel, toutes ces législations là, parce que ils développent vraiment l'aspect jeu. Mais pour le coup, les 240 points sans capitaine, sans bonus, ça te ne semble pas trop compliqué à atteindre? Honnêtement, oui, je pense non, que et c'est puis, faisable. Tu peux t'en foutre aussi. Hein. Je pense que c'est faisable, et après c'est logique qu'on te dise pas, t'as un cap de 300 points, tu dois faire 250 pour gagner, tu vois. C'est logique qu'on te demande de faire une surperf pour obtenir un gain, tu vois. Ça me choque pas du tout, ça me choque, mais alors vraiment pas du tout. Est-ce que c'est trop difficile? Honnêtement, je pense que c'est faisable. Je serais curieux de voir, alors moi je suis un cas un peu particulier dans le sens où j'ai 380 cartes limited, donc forcément j'aurai toujours un peu de choix, mais je serais curieux de voir combien de fois je vais toucher les 250 points avec ma cap 240. Là, premier week-end c'est le cas, enfin première semaine de cap 240 c'est le cas. Je crois même que je touche une carte, une T2 si je dis pas de bêtises, je dois faire 45e. Après, typiquement ma cap 240, je dois avoir du Lewandowski dedans, mais à côté c'est contrebalancé par un stack de défenseurs gardiens Atlas, Camilo Vargas, Martin Nervo, qui doit être à 41 et 38 quoi. Donc non, est-ce que c'est trop difficile? C'est pas facile. Est-ce que c'est trop difficile? C'est pas trop difficile. Je trouve que la difficulté, elle est adaptée. Au moins c'est clair. Bon, et sur le gameplay, je pense qu'on a fait le tour, non? Parce qu'on on peut rajouter encore d'autres choses au niveau du gameplay. Il y a eu pas mal de questions. S'il y avait une question que je voulais te poser justement, par cette transition-là quand même qui est importante vers le entre guillemets jeu d'argent et jeu proprement dit. Tu l'as vu comme tout le monde, le marché qui baisse doucement, sûrement, de manière assez linéaire depuis je pense la reprise des championnats Euro, je crois depuis le mois d'août, mois de septembre. Ça avait un peu repumpé après la Coupe du Monde, puis c'est de nouveau assez flat. Cette tendance-là, est-ce qu'elle t'inquiète? Est-ce que tu dis non, finalement c'est l'évolution logique de Sorare vers un jeu proprement dit, donc ça attire moins de profils investisseurs, de baleines. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus? C'est difficile pour moi de répondre parce que je suis dans une position qui est quand même privilégiée et j'en ai conscience, c'est-à-dire que je suis arrivé en mettant une petite somme et aujourd'hui j'ai une très grosse somme. Donc je serai toujours à l'aise avec mon choix et le fait de perdre de la valeur parce que la perte de valeur finalement que j'observe, elle est j'ai presque envie de te dire qu'elle est factice, tu vois, je le vois un peu comme ça. Donc forcément, je suis peut-être beaucoup plus à l'aise que certains autres et qui sont arrivés sur l'année écoulée. Et effectivement, je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés sur l'année écoulée, qui ont perdu de l'argent et qui sont probablement moins à l'aise. Et c'est aussi lié au fait qu'on ait eu un discours, et peut-être que c'est de notre faute, honnêtement, partiellement nous, créateurs du contenu au global, d'avoir dit pendant un moment, la rentabilité est bonne. Et de ce point de vue-là... également. Ouais. Mais c'était la vérité, mais... Oui. Peut-être qu'on n'aurait pas dû autant en parler, et de ce point de vue-là, mea culpa si des gens sont rentrés dans Sorare à cause de ce genre de discours. Est-ce que ça m'inquiète? Non. Est-ce que je pense que la baisse est finie? Non. Est-ce que... je préfère mettre les pieds dans le plat tout de suite. Pour le moment, je te suis. Je préfère mettre les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce que la baisse est finie? Je suis pas convaincu, en fait. J'ai pas de certitude sur le sujet. La vérité, c'est que personne pourra vous dire, ouais, là, on a atteint le prix plus bas. Ou pas. Exactement. Personne pourra vous le dire. Il y a des avis. Moi, j'en suis pas forcément convaincu, mais après, je suis de nature très pessimiste de base, donc peut-être que c'est moi qui suis trop pessimiste. Est-ce que c'est inquiétant pour les gens qui sont rentrés et le fait que ça va effriter la confiance? Oui, ça, c'est certain. Après, Sorare a jamais promis aux gens qu'ils allaient devenir riches. Les gens l'ont perçu comme une plateforme où ils pouvaient devenir riches. Encore une fois, peut-être à cause de nous, peut-être juste par la perception qu'il y avait du jeu. Le côté crypto aussi a dû jouer. Et c'est inquiétant, oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'à court terme, moyen terme, peut-être qu'il y a une tempête qui est pas terminée, mais que à un moment donné, ça arrêtera de baisser. Enfin, je veux dire, je peux pas croire qu'on aille à zéro. Honnêtement, je crois pas à ce... On va
à 0 qui est promis un peu par certains. Ça, j'y crois pas. Je pense qu'à terme, en fait, on va arriver à des montants qui deviendront plus attractifs pour la masse et la rareté des cartes fera que on trouverait une stabilité à un moment ou à un autre. Moi, je rêve d'un marché où la question de la supply n'est plus une question. Et pour plein de raisons, c'est que je préfère un marché où la supply n'est plus une question parce qu'on n'est pas dépendant de Sorare pour l'évolution des prix. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je suis à peu près sûr que dans les questions qu'on t'a adressées, il y a cette question de la supply. Si on arrive à éviter que on soit dépendant de Sorare pour le maintien des prix. Et attention, je dis pas l'augmentation, je dis juste le maintien à partir du moment où on aura trouvé un équilibre, que les prix se maintiennent. Je demande pas à Sorare, je demande pas au marché des limited de revenir avec des Mbappé à 4000 €. Si le prix d'un Mbappé limited à l'équilibre, c'est 50, 200, 400, 800 €, mon souhait à moyen terme, c'est qu'on arrive à trouver une formule où Mbappé effectivement reste dans ces eaux-là de façon stable et que ces variations de prix soient exactement, que les variations de prix soient un petit peu plus naturelles, comme c'est le cas d'ailleurs en NBA, où les différences de scoring ou les blessures vont avoir un impact sur le marché, mais où globalement le marché est relativement stable. Et ça, c'est mon souhait. Après, le marché... Les prix baissent quand même un peu, malgré qu'ils ont limité la supply au niveau NBA. Les prix quand même baissent, et on peut pas l'expliquer par l'augmentation de l'Ether uniquement. Moi, quand je regardais les courbes avec mes viewers, dans l'ensemble, ça restait plutôt stable si tu prends une vision assez longue. C'est-à-dire que si tu as eu ta première phase d'enchère où effectivement il y a une baisse des prix, le fameux mur en descente des premiers jours, et après, si tu regardes sur 3 mois, tes prix ils restent quand même relativement stables. Alors forcément, à 1 mois, peut-être qu'on a eu une baisse là-dessus. Je pense qu'effectivement... Ouais, en fait, je regardais surtout les gros joueurs, tu vois, les Giannis, les Doncic. Doncic en rare, par exemple, était à 1.9, là il a 1.4 de mémoire. Giannis, il était à 1.6, il a un Ether. Donc pour les gros joueurs, avec le statut de MVP, je trouve quand même qu'il y a quand même une baisse assez considérable, en tout cas en rare, et même en limited, j'ai pu l'observer aussi. Ouais, tu l'observes. Après, je trouve qu'en euro, c'est moins le cas. Je trouve que c'est moins le cas, mais il y a probablement effectivement des GOAT qui ont été surpayés. Giannis, Doncic, Jokic de tête étaient tous les deux très chers à une époque. Est-ce que par exemple ça justifiait un écart de prix aussi considérable avec un Steph Curry ou un LeBron James? Pas sûr, tu vois. Non, moi c'était typiquement 5 fois le prix, quoi. C'est fou. Je pense pas. 5-6 fois le prix même. Ouais. Et peut-être qu'en fait la question c'est plus l'irrationalité du marché sur ces 3 joueurs et je suis le premier à l'avoir fait, honnêtement, je te le dis. Giannis, je l'ai acheté, je l'ai revendu. Encore aujourd'hui, tu me dis t'as les moyens d'acheter Doncic, je te dis ouais, go, il a 23 ans, il sera monstrueux pendant encore 8 ans, ça me tente, mais est-ce que c'est un pas un peu irrationnel? Probablement. Je trouve que si tu prends des Tatum, t'as des la Irving... même stratégie en fait que le foot, quoi. Tu dis ok, c'est des gros joueurs, mais je peux trouver des alternatives moins chères. C'est ça. Surtout que c'est un sport avec une énorme variance. Alors pas pour Doncic et Jokic, là-dessus eux ils ont pas de variance. Mais si tu prends un LeBron ou un Curry, tu vois, même un Lillard, et je sors un peu du cas de Sorare, mais la saison de Lillard avec Portland, c'est exceptionnel. Je regardais encore le match cette nuit contre les Grizzlies, il est exceptionnel, il est monstrueux. J'ai vu le replay ce matin, un truc de fou. Ouais. Oh non, mais son match, écoute, honnêtement, c'est aberrant. Franchement, il fait des choses. Et en plus, il est double team tout le temps, quoi. C'est-à-dire que le mec, vu que c'est la seule menace, il est tout le temps pris au marquage, mais il s'en sort tout le temps. Et un Lillard d'aujourd'hui, il peut te faire le même scoring un match sur 2 qu'un Doncic ou un LeBron James. Et vu que tu prends, ou qu'un Giannis, et vu que les GW c'est 1, 2 ou 3 matchs, finalement, tu t'y retrouves avec un Lillard par rapport à un Giannis. Voilà, parce qu'une fois sur 2, il peut taper un score identique et c'est tout à fait correct.
Donc du coup, le pricing est un peu irrationnel probablement sur les 3 qu'on a cités au début, et c'est pour ça que tu as eu un prix qui a baissé. C'est mon ressenti en tout cas. Ouais, il y a aussi, je lis aussi quelques tweets où ils disent que la difficulté est assez accrue. Il y a par exemple Toutoun qui a une très grosse gabarit, la Super Narco, qui dit ouais mais bon maintenant la compétition en NBA elle est quasiment supérieure à celle du foot, mais voilà c'est de nouveau le scouting, le temps, le rapport temps, investissement, etc. qui est quand même important dans ce jeu-là. Pour terminer ce sujet-là, parce que l'heure avance. Que penses-tu du marché actuel, lancement de la première ligue? Parce qu'on en parlait. Moi, je le trouve perso assez calme. Il y a des joueurs qui sont abordables avec des scorings assez intéressants et qui semblent assez abordables. C'est quoi ton avis? J'ai le même ressenti. Je trouve qu'en limited, il y a des cartes qui sont un peu trop chères. Je trouve qu'en rare, il y a des vrais bons prix et il y a des vraies bonnes affaires à faire en rare. Peut-être pas au moment où vous écouterez ce podcast, mais au moment où on le tourne, je peux vous dire que il y a des prix qui, moi, me semblent assez intéressants. C'est simple, hier, on a fait un live justement pour la stratégie en rare pour mon passage en division KP et j'étais parti avec l'a priori je vais partir en Argentine, et les prix vont être bas, il y a plein de GW, et je vais me faire plaisir en suivant le foot argentin. Et j'ai comparé les prix argentins avec les prix de PL, et j'ai fait, non mais attendez, vous voulez vraiment que j'aille acheter des joueurs argentins où il y a beaucoup moins de demandes, plus cher que des joueurs équivalents de PL? Mais c'était hors de question. Enfin, en fait, moi, je vais te dire franchement, ma transition rare en football, elle va se faire sur la PL, parce que actuellement, je trouve les prix vraiment intéressants. Je trouve les prix en rare surtout, et même en SR, j'ai vu Bruno Guimaraes, je crois, qui est parti à 1 ETH5 ou à 2 ETH. C'est une carte qui perf quand même très très fort avec Newcastle. Hein. Et je suis d'accord avec ton constat. C'est assez calme. En limited, ça s'excite un peu, probablement parce qu'il y a plus aussi de managers qui sont en compétition sur les cartes. Mais rare SR, même en unique, je suis sur le cul. À côté, t'as des cartes qui sont complètement surpayées. Genre Rodrigo, pour moi, est complètement surpayé. Je trouve aussi. Ça, c'est vraiment le bon exemple. Je le trouvais aussi hyper cher. Mais voilà, par rapport au rapport qualité-prix, il y a plein de gardiens qui font des gros scores. J'étais étonné de voir le scoring des gardiens de PL. Ils scrutent quasiment tous le top 10. Allez, j'exagère. Mais t'en as 4 dans le top, 4 ou 5 dans le top 10. Alors c'est vrai, pourtant, il y a beaucoup de buts en PL, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de taf. C'est attaque-défense, donc ils touchent beaucoup plus souvent le ballon que dans d'autres championnats. Et quand tu regardes le prix, c'est inférieur à un Courtois, même à un Alisson dont les cartes Liverpool sont sorties évidemment précédemment, mais que beaucoup d'autres gardiens. Alors, à contrario, je trouve que plus les jours avancent, donc c'est quand que l'APL a été lancé? Il y a 3 jours, c'est ça? Il y a 2 jours? Il y a 3 jours? Il y a 2 jours. Lundi. On est jeudi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a 3 jours. À chaque enchère, je trouve que ça se vend un tout petit peu plus cher. Je parle des gardiens. Oui. Donc, ceux qui ont la 1 sur 100, ils ont vraiment bien fait. 2 sur 100, ils ont un peu moins bien fait. Et puis, la 3 sur 100, ça continue sur le même trend. Peut-être que les gens ont mis du temps aussi à regarder au niveau statistique et se dire waouh, ici c'est quand même pas mal. Au lieu d'aller vers des gardiens hyper connus, on va peut-être se diriger un peu plus vers la PL. En tout cas, c'est passionnant. Tu vois un papy comme Fabianski qui coûte 0,250 aux enchères. Alors attention, je dis pas que c'est un bon achat parce que effectivement il a 37 ans, il est en fin de contrat, peut-être qu'il aura retraite, mais 0,250 d'ici fin de saison, je trouve qu'il y a quand même moyen de le rentabiliser. Peut-être que je me gourre, mais je trouve les prix. Moi, je pense aussi. Ouais, moi j'aime bien jouer avec des vieux. Ouais, comme Loris, typiquement Loris est dans le même cas de figure, ouais. Ouais, moi aussi j'aime bien les vieux. J'ai assez dit sur ce podcast. En gardien, j'ai encore Muslera comme vieux, donc ça va. J'ai lâché Loris, mais j'ai encore Muslera. Et honnêtement, il y a pas beaucoup de gardiens qui sont aussi bons que lui cette saison. Muslera, Adan, même Jung-Sung Ryung en Asie, c'est des bons scoreurs. À 38 ans, aucun problème de les aligner.
Aucun scrupule. Bon Philippe, on va attaquer la dernière partie parce que l'heure avance là. Et donc le questionnaire rapide de l'invité. Alors quel est ton joueur préféré dans la vie réelle sur Sorare et la raison pour laquelle tu l'as ou tu l'as choisi? Alors dans la vie réelle c'est Bernardo Silva parce que formé à Benfica, c'est un amoureux du club comme personne. Le mec a le motto du club sur le bras tatoué. Il est engagé dans la défense du club quand la direction faisait n'importe quoi. En fait si tu veux c'est littéralement un d'entre nous quoi. C'est un supporter, le mec qui va dans les tribunes sans être invité, c'est vraiment mon chouchou. J'ai acheté sa carte 1 sur 1000 en limited dès qu'elle est sortie. J'avais dit à Nicolas Julia de nous la ramener parce que là j'en pouvais plus. Donc dans la vie réelle, Bernardo Silva. Sur Sorare, la carte pour laquelle j'ai le plus d'affection, c'est mon Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne 1 sur 1000 mais version Belgique. Ah, magnifique. Parce que c'est une short print, qu'il y en a eu je crois 16 ou 17, quelque chose comme ça, et en fait c'est assez dingue, mais quasiment toutes mes plus grosses perfs, il est dans la team. Et en plus de ça, c'est un joueur que j'adore regarder, enfin c'est le football quoi, Kevin De Bruyne, c'est le mec cérébral qui voit tout avant tout le monde, qui a un pied c'est une main, enfin il a 2 pieds c'est des mains, et non franchement c'est un joueur que j'adore regarder, enfin franchement il me fait vibrer quand je regarde un match de foot, et en plus c'est une carte qui a un petit côté collection et qui a des perfs assez incroyables, donc c'est une carte que j'estime être intransférable dans mon club, jamais je la vendrai. C'est ton talisman. C'est un peu comme mon Kimmich rare que j'ai gagné, qui m'a rapporté plein de rewards. C'est mon talisman. Et donc pour De Bruyne, c'est le Doncic du foot, quoi. Franchement, c'est tellement beau à voir un joueur comme Kevin De Bruyne. C'est facile, hein. Ouais. C'est fou, quoi. Tu peux qu'aimer. Alors ton plus beau résultat, foot, basket confondu, choisis-en un. Ah, c'est dur. Honnêtement, je dirais ma win en Champion Europe là, il y a la semaine dernière en foot. Parce que la Champion Europe c'est le Graal quoi. C'est la division qui à mon avis est la plus difficile à gagner. Ouais. Ça fait longtemps que je cours après. J'estime déjà que j'avais fait un podium en septembre. J'avais fait 2e en septembre et je l'ai win là semaine dernière avec Courtois, Di Lorenzo, Parejo, Kevin De Bruyne et Haaland. Donc Kevin De Bruyne, comme je te le disais, qui est là tout le temps. Et je pense que c'est ma win préférée. Si tu me dis en basket, j'ai gagné la SR Champion. Donc en termes de c'est sublime ça. D'impact, c'est plus fort. Shai Gilgeous, c'est ça hein? Ouais, j'avais gagné Shai. Donc en termes de valo, honnêtement, elle est beaucoup plus forte. Mais si tu me demandes ma win, mon plus beau résultat pour moi c'est la win de la Champ Europe en parce Ligue. Il y a tellement de line-up alignés, magnifique. Et t'as gagné qui? Kimmich Limited. Ah ouais, beau. Ouais, c'était mon deuxième. Plus belle récompense, c'est celle-là ou bien t'en as eu d'autres J'ai gagné 2 fois Kimmich Limited. Donc quand j'ai fait 2e en septembre et quand j'ai win là. Dans le passé, j'avais gagné Haaland Limited. Mais je pense que c'est Kimmich. En termes de cartes que j'ai le plus kiffé obtenir, je pense que c'est Kimmich. Ouais, c'est Kimmich. Alors ton plus gros coup de poisse? Putain, en vrai, hein. Et tu le sais, hein, il y en a tellement. En fait, il y en a toutes les semaines. Ouais, il y en a toutes les semaines, c'est vrai. Mais je t'en ai sorti un beau. Voilà, je t'en ai sorti un beau, honnêtement, tu m'as dit prépare-le, je t'ai dit je vais te faire un truc aux petits oignons. On est en juillet 2022, ok. On est sur une GW de week-end qui se passe relativement bien. Douglas Santos il fait 84, classique Douglas Santos. Mateusz de Nagoya il fait 78, classique aussi. Et ça score bas. On est sur une All-Star qui score relativement bas. Et il me reste Carles Ril, Zelarayan qui est en pleine forme et Camilo Vargas, mais ça devient presque anecdotique dans la suite de l'histoire. Donc je reste debout, Carles Ril et Zelarayan jouent le même soir et je reste debout pour voir les 2 matchs de MLS et je regarde le match des Revs, donc New England, et c'est une purge mais absolue. C'est un New England Toronto qui se termine sur un 0-0 infâme et franchement, regarder un match de foot catastrophique à 2h du matin, j'aime beaucoup le foot, mais ça me fait quand même mal. Carles, il fait quand même son taf. Il fait son 56, ça me met pas hors course à l'époque, c'était vraiment une GW qui scorait très bas. Et je me dis, franchement, j'ai Zelarayan qui est capitaine, je vais regarder Columbus-Charlotte, quoi. Sauf que le match ne commence pas. Je comprends pas ce qui se passe, le match ne débute pas. Je regarde sur Twitter des orages, je crois que c'était à Charlotte, du coup, le match.
Et c'est à proximité du stade. Et il faut savoir qu'en fait, aux US, ils ont, je pense que ça doit être légal, ils rigolent pas avec ça et ils autorisent à ce qu'un match débute que si dans l'heure qui précède le début du match, il n'y a aucun éclair qui est tombé dans un rayon de, je sais pas, X kilomètres. Honnêtement, je sais pas te dire combien, mais en gros, il faut pas qu'il y ait d'éclairs qui tombent dans un rayon de, allez, 15 km autour du stade. Et donc, il y a des éclairs qui tombent dans toute la ville. Le match ne débute pas. Et donc, ça devait commencer, je sais pas, à 3h30, quelque chose comme ça. Et il est, je sais pas, 4h30, le match a toujours pas commencé. Et là, je vois un tweet d'un météorologue. On fait des trucs de ouf pour Sora. Hein. On va suivre des météorologues de Charlotte spécialisés dans les orages qui dit... D'après les prévisions, il n'y aura pas d'orage dans la ville à partir de 5h du mat, quoi. Et il est 5h du mat, et là tu te dis ok, je vais regarder le match, sauf qu'en fait tu peux pas. Physiquement tu peux pas, c'est pas possible. Donc t'abandonnes, tu vas te coucher, tu te dis bon allez, avec un peu de chance, Zela Ryan il fait un gros score. Tu te réveilles le lendemain matin, tu mets sur Ardata, tu vois Zela Ryan à 36, tu te fais quoi? Tu fais qu'est-ce qui se passe là, c'est quoi ce délire? Le match a duré 14 minutes parce que juste après il y a un éclair qui est tombé quelque part dans la ville à moins de 15 km du stade et donc le match a été arrêté et il a été rejoué des mois après. Je finis en T3 et je suis à 89 points de la T0, j'ai été vérifié dans Sora Data, donc je termine à 89 points de la T0, ce qui tu te dis c'est énorme, 89 points. Sauf qu'en fait le score de Zela Ryan il est pas compté, tu vois, les 36 points de Zela Ryan du coup ils sont pas comptés quoi. Mis capitaine voilà, tu pouvais clairement viser la win quoi. Et quelques mois plus tard, le match, il est rejoué. Zela Ryan 91, capitaine. Merci, au revoir. Et celle-là, je pense que c'est celle qui m'a fait le plus rire parce que c'est tellement improbable qu'à cause d'une loi sur les éclairs, t'aies un DNP sur ton capitaine. Franchement, t'es obligé de rire, quoi. T'es obligé de rire. Ouais, celle-là, quand même, elle est délicieuse, je trouve. Ah, celle-là, je l'adore. J'adore. En fait, dès que c'est des intempéries, j'adore. Là, j'ai eu Van de Voort qui a pas joué à cause de la neige à Eupen. Oui. Ouais, on était à Paris quand on a appris ça. J'ai la galère. Moi, j'ai pas pu changer. Oh là là. C'est un régal. Moi, j'adore ces line-up qui sont flingués comme ça. Ça me fait. En fait, c'est moins frustrant, quoi. T'en rigoles. T'es obligé d'en rigoler. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi qu'un gars qui foire pendant un match. Bon, avant-dernière question. Ton joueur à suivre? C'est dur, il y en a tellement. Moi, j'aime bien Daouda Guindo. Il était prêté par Salzbourg à Saint-Gall en Suisse en début de saison. Et ses perfs, elles étaient vraiment, vraiment sympas. Je l'ai aligné un petit paquet de fois en U23. Et là, en fait, il a été rappelé par Salzbourg parce qu'ils ont vendu, si je dis pas de bêtises, Vauber, qui est le défenseur gauche attitré. Ouais, c'est défenseur gauche et je crois que c'est Dedic qui est à droite. Donc il manquait de densité côté Salzbourg là, donc ils ont rappelé Daouda Guindo. Et on sait qu'un défenseur qui s'impose à Salzbourg, c'est quand même pas mal synonyme de gros scoring. C'est souvent quand même une équipe qui surdomine le championnat autrichien. C'est un défenseur qui peut jouer en Tchal en U23 parce qu'il a que 20 ans. Il a été vraiment très bon sur le début de saison. Je me dis s'il fait la même à Salzbourg, honnêtement, on peut avoir un sacré joueur pour cette fin de saison. Avec Soleil et Dedic. Ouais. Le quatrième, je sais plus. Parce qu'il joue à 4, je crois. Ils ont fait partir Piatkowski. Ouais, voilà, c'est ça. Emile qui est parti. Peut-être Bernardo Belgique, qui joue parfois. Ouais, il a été transféré à Ghent, ouais. Ouais, c'est ça. À la Gantoise. Intéressant. Et toute dernière question, si t'avais, on l'a eu devant nous il y a pas si longtemps, mais si t'avais la possibilité de lui dire quelque chose à Nicolas Julia, qu'est-ce que t'aurais envie de lui dire? Malheureusement, on n'a pas eu le temps de lui dire ce qu'on avait à lui dire, donc on va lui dire maintenant. Vas-y, on va le taguer de toute façon. N'hésite pas. Non, je pense que je prends ma casquette de vieux de la communauté là. Non, je pense que mon principal conseil, ça serait vraiment d'accentuer les efforts qui sont faits en termes de communication, mais communication communautaire. Je pense qu'en marketing, les mecs ont fait du bon boulot et ils sont en train de s'améliorer. Je trouve que la campagne de Premier League, par exemple, elle est vachement réussie. En termes de brand marketing, ça s'améliore parce que je trouvais la campagne de la Coupe du Monde ok, mais je la trouvais pas non plus sensationnelle. Un peu trop flou. Ouais, et en fait, il y avait pas de
de call to action typiquement. Tu vois, il y avait une vidéo et point, et on te disait pas ce qu'il fallait faire. Des questions. Voilà, tout pas de message. Ouais. Je trouve que celle de l'APL, elle est mieux réussie. Elle claque. Avec moi, je la trouve vraiment réussie. Moi, je la trouve aussi. Là, au moins, on sait de quoi on parle, et puis t'as l'effet communautaire, ça donne des idées de faire des Sorare bars. Enfin voilà, c'est une projection dans ce que pourrait être Sorare dans le futur. Je suis d'accord. Et je trouve que de ce côté-là, ils sont améliorés, mais par contre, je trouve qu'il y a quand même un manque de communication avec les membres de la communauté et avec la communauté déjà existante. C'est-à-dire que pour l'acquisition, c'est fort, mais pour tout ce qui est communication, rétention, c'est pas la folie. Je trouve que ça s'améliore un petit peu avec les spaces. Mais tu vois, typiquement, je pense que anticiper, bâtir une stratégie, c'est la clé sur Sorare. Et il faut que de leur côté, en fait, ils facilitent cette prise de décision par les joueurs, plutôt que de la rendre plus difficile avec des changements qui sont trop rapides, trop récurrents et surtout communiqués de façon partielle. Tu vois, je pense à la refonte du gameplay dont on a parlé tout à l'heure. On a eu une communication qui était déjà assez dense et j'en ai conscience, mais en fait il manquait un élément crucial pour l'élaboration d'une stratégie adaptée à ce nouveau gameplay, c'est le nouveau système de rewards. Et ce nouveau système de rewards, il arrive 3 jours avant l'ouverture des divisions. Et tu vois, ça c'est une communication qui est parcellaire, qui est déjà dense, mais qui reste quand même que parcellaire. Et c'est problématique en fait, si tu veux. C'est un facteur qui est déterminant pour la stratégie des managers. Donc la communication externe, top. La communication avec la communauté, je pense qu'il y a vraiment un truc à améliorer, très sincèrement. Je trouve aussi. Là, clairement, il devrait plus prévoir, être prévoyant, être proactif au lieu d'être réactif et de toujours... je fais un peu la comparaison aussi avec la Coupe du Monde où il y a pas mal de managers qui avaient acheté Diogo Costa en se disant je vais construire une équipe U23 pour la Coupe du Monde et puis je sais pas moi 2 semaines ou 3 semaines, enfin c'était moins d'un mois avant le début, on t'annonce non, en U23 il faudra 4 joueurs, donc c'est des choses qui pouvaient être prévues bien à l'avance et qui permettent d'éviter de la frustration tout simplement. Exactement. Plus tu communiques, mieux tu communiques, moins il y a de frustration et de confiance. C'est comme ça que tu construis la confiance, quoi. Enfin, toi qui as fait l'école de commerce, tu dois le savoir évidemment mieux que tout le monde. C'est ça, ouais. Et je trouve qu'en fait, vu que c'est quand même un jeu où la communauté et l'aspect communautaire doit devenir central, parce que c'est le cœur du jeu, hein. On le voit pour eux, créer les private league, créer une vraie communauté autour du jeu, c'est central. Il faut qu'ils fassent plus d'efforts, je pense, sur la communication avec la communauté. Voilà, Nicolas, écoute, si tu nous entends, voilà mon message. Écoute, on va le taguer, on va essayer de prendre cet extrait-là. Écoute, je suis en train de regarder la toute dernière rubrique, c'est les questions sur Twitter, mais on a quasiment abordé toutes les questions. Je vais t'en poser une, si tu peux être le plus concis possible. C'est comment vois-tu Sorare dans 1 an, 5 et 10 ans? Oh, la question d'enfer. Question posée par DB. Dans 1 an, je pense qu'on n'aura plus énormément de changements. Je pense que le produit tel qu'il est maintenant, c'est de le porter auprès des gens tel qu'il est. Je pense qu'on a eu assez d'évolution récemment pour avoir aujourd'hui un produit qui peut être poussé aux masses. S'il y a un changement dans 1 an que je vois qui sera intervenu, c'est la disparition de l'ETH. Ça, c'est mon ressenti. À 5 ans, je le vois comme une plateforme de suivi, mais surtout de vie du football. C'est-à-dire qu'on pourra, je pense, aller voir des matchs de plus en plus, obtenir des expériences football de façon récurrente, et ça sera devenu, en fait, si tu veux, ça sera presque une marketplace pour vivre le football d'une façon exclusive et unique. Et à 10 ans, peut-être que, en fait, 10 ans c'est très très long, et peut-être qu'à 10 ans du Web3 digital, enfin c'est tellement de choses. C'est fou. À 10 ans, tu peux imaginer que EA a perdu la licence FIFA, que Sorare se met avec une boîte de développement de jeux de foot, et que le deal fait avec les ligues inclut les droits pour être utilisés dans un jeu vidéo. Des jeux vidéo. Ouais. Et est un jeu vidéo basé sur les cartes Sorare. Peut-être que dans 10 ans, ça sera une réalité. En tout cas, moi, ça serait mon souhait. Ouais. C'est un truc que je verrais bien, tu vois, un développement comme ça. Mais 10 ans, c'est tellement long, en fait, je pense qu'on se rend pas compte à quel point 10 ans, c'est long. Et quand tu vois ce que Sorare a fait en moins de 5 ans, j'avais fait un tweet là-dessus en disant, il y a moins de 5 ans, t'avais Nicolas Julia qui allait frapper à la porte du
du président de la Pro League belge et voilà, et 5 ans plus tard, ils ont signé les 5 plus grands championnats, la NBA, la NMB, t'as Messi, Mbappé, Serena Williams, etc. Enfin, dans ta team. Donc, ça a été fait en 5 ans. Donc, imaginons dans 5 ans, et encore moins dans 10 ans, c'est vraiment très, très, très compliqué. Si on regarde 10 ans en arrière, en 2013, FUT, ça avait 2 ans. Et aujourd'hui, c'est le plus grand mode de jeu au monde, dans le monde du sport. FUT, on a l'impression que ça existe depuis tout le temps, depuis des années. Ça a commencé sur FUT 11, donc c'est arrivé en 2011. Donc c'est fou de se dire à quel point ce jeu a évolué. Donc imaginez un peu ce que Sorare peut faire sur 10 ans. Ça peut donc complètement résolument, donc ton mot de la fin, c'est quand même résolument optimiste si évidemment on améliore un peu au niveau communication interne, marketing, mais voilà, si ces choses-là sont bien gérées, pour toi... Le futur de Sorare est radieux. Si j'y croyais pas, j'aurais commencé à renvoyer des CV et j'aurais probablement retrouvé un job. Donc ouais, complètement, je suis confiant sur l'avenir de Sorare. Ouais. J'ai envie d'y croire en tout cas. Ouais. Bah écoute, merci, ça sera le mot de la fin. Philippe, merci beaucoup pour cet échange que j'ai beaucoup apprécié. Bah écoute, bonne continuation, je te souhaite de continuer comme ça au niveau de tes résultats Game Week et à très bientôt. Merci beaucoup Mehdi, à tout bientôt. Encore merci à Philippe et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Ça nous donne toujours un sacré coup de pouce. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorare.com. Mediasorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.